Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 9e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui un lundi à midi. Ce n'est pas un horaire habituel, mais on a accepté de le faire pour pouvoir vous proposer du live et pouvoir éventuellement regarder le chat, vos questions, etc. Il y aura 2 épisodes cette semaine, un autre un petit peu plus tard, qui concernera un autre sport. Et en parlant en plus de sport, vous le savez, c'est l'un des classiques de l'émission et j'ai reçu beaucoup de personnalités de plein de sports différents, des sports collectifs, des sports parfois individuels, mais je n'avais jamais réellement touché le sport automobile. On l'avait un petit peu caressé avec par exemple des participants du GP Explorer et c'était très cool, mais on n'avait jamais parlé à des professionnels du secteur et c'est aujourd'hui chose faite car je reçois quelqu'un avec qui on avait déjà discuté quelques fois par le passé, etc. et qui a accepté d'être là sur le plateau aujourd'hui. Monsieur Isaac Adjar. Isaac, comment vas-tu, chef? Ça va et toi? Merci de me recevoir. T'as apprécié l'introduction ou pas? Ouais, c'est fort. C'est fort. T'es très bon. C'est très bon. Depuis ce matin, tout est très fluide. Ça fait plaisir. Ouais. Dites-vous que juste avant la fin du décompte des 10 secondes, il m'a dit vas-y, on va voir comment t'introduis ça. Ouais. Voilà comment t'introduis ça. Bravo. Il n'a pas bégayé. Non, aucun bégaiement. Tout va bien. Ça va? Tu vas bien, chef? Ça va très bien. On t'a vu samedi au PFL. T'es là aujourd'hui à Paris. Tu profites un peu de temps mort? Temps mort, là, il me reste 2-3 jours de boulot. D'accord. Et après, je suis en vacances. Là, j'avais un petit trou à Paris, on a calé ça. Super. On a galéré à caler ça, mais... On y est arrivé, c'est tout ce qui compte. Voilà, je suis là aujourd'hui. Magnifique. C'est limite même mieux de te recevoir maintenant parce que c'est passé plus de choses par rapport à la première date qu'on avait prévue. C'est ça, il y a plus de choses à raconter, donc c'est le moment idéal. C'est quoi le programme des prochaines semaines pour toi? Un petit peu de vacances, un petit peu de calme avant le retour de la prochaine saison? C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Je m'accorde 2 semaines de vacances. D'accord. Et début janvier, je reprends. 2 semaines de vacances, c'est genre la période classique Noël, Nouvel An? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et t'as prévu de faire quoi? C'est en famille? Tu vas quand même voyager ou à l'inverse tu vas rester genre tranquille? C'est en famille. Tranquille, je compte pas bouger très loin. Je pense aller au sud ou... Je sais pas encore. J'ai rien prévu, j'ai rien réservé, au feeling. La France, c'est cool aussi. Ça me manque aussi juste de... Tu vois, toute l'année, je suis pas chez moi. J'ai envie de rester aussi un peu à Paris, voir mes potes. Pour préparer cette émission, j'ai regardé beaucoup de podcasts ou alors même de Tim Adjar sur Canal, etc., qui fait d'ailleurs un super suivi sur ta carrière et sur ta saison. Et t'avais dit un truc intéressant, t'avais dit depuis que je suis en F1, un truc que je kiffe, c'est que j'ai appris à aimer ne rien faire. Ouais. Tu vois, mon père, quand j'étais petit, il me disait profite de... Tu sais, je me plaignais, je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose et tout. Il me disait non, vas-y, profite de ces moments-là parce qu'après ça va te manquer. Et maintenant, je comprends. Tu vois? Il y a des moments où il y a des journées, j'ai juste envie de rien faire. Il y a toujours un truc. Et dans ces journées où tu as envie de rien faire, où tu vas peut-être pouvoir en profiter, ouais. Est-ce que, par exemple, tu vois, on sait qu'il y a des pilotes de F1, c'est par exemple des joueurs de jeux vidéo, des trucs comme ça, est-ce que c'est ton cas? Jeux vidéo, plus du tout. Plus du tout? Ouais, mais pourtant, c'est pas un truc que j'aime, c'est juste que j'ai plus cette pulsion de le faire, tu vois. Tu jouais à quoi quand tu jouais? Tout, à Call of, beaucoup de FIFA. Ok. GTA, ouais, les classiques de console. Et Simu quand même sur compétition. Et donc du coup, par exemple, sur une journée un peu morte, maintenant, ça va correspondre à quoi? Est-ce que par exemple, regarder des animés, manger des choses pas très saines, voilà quoi. C'est ça. Donc en fait, un programme de vieux, tu vois. Moi, c'est ça mon kiff maintenant. Donc en fait, Isaac Adjar, quand il est tranquille, il mange un tasty crousty devant un anime, quoi. Concrètement, c'est ça que t'es en train de nous dire. Je prends un thé, tu vois. T'es sur quoi en termes d'anime en ce moment? Pardon? T'es sur quoi en termes d'anime en ce moment? J'ai commencé Tungen Anki. C'est sur Crunchyroll. Là. Ok. J'ai bientôt fini le truc. Ce que je regarde en ce moment, c'est pas mal. Ok. Va, les connaisseurs, ils vont savoir. Peut-être j'ai écorché le nom de l'animé. Non, t'inquiète, les gens, ils vont capter. Ok. Mais sinon, en général, c'est quoi ton préféré? Ou un de tes préférés? Hunter. Hunter? Ouais. Validé? Ok. Tu les scans aussi? Ouais, j'ai tout lu, je suis à jour. C'est gros fan. Grand kiffeur, magnifique. Bah écoute Isaac, content d'avoir pu faire un peu de small talk comme ça pour introduire un peu l'émission, discuter un peu. On va pouvoir parler un peu de toi, de ta carrière, des choses que tu as pu faire, etc. Et je suis très honoré de pouvoir parler Formule 1 pour la première fois. Mais on va commencer par le début, le classique. Je vais te demander de te présenter si certains ne te connaissent pas encore, sait-on jamais. Vas-y. Qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît? Tu l'as eu, ça y est. Là, j'ai 21 ans. Pilote de F1 maintenant chez Red Bull Racing depuis pas très longtemps. Stylé. Ouais, ça pète. Hein. Ça pète de ouf. Ça pète. Et je suis parisien.
Mes parents, ils sont algériens. J'ai grandi dans Paris. D'accord. J'ai fait toute ma scolarité à Paris et je suis tombé dans le karting très très jeune. Et de là, j'ai progressé dans les échelons et je suis monté en Formule 1. Tu reviens souvent à Paris? Ouais, tout le temps, c'est la maison. T'as gardé un pied-à-terre ici? Ouais. Je suis basé ici, ouais. C'était comment l'enfance ici un peu à Ah, Paris? Est-ce que t'as des bons souvenirs? J'ai grandi, moi, dans le 15e. D'accord. D'abord à Convention et après, on a bougé vers Avenue de Versailles. Ok. J'ai fait le collège là-bas. Et après, ici, Limoino. Donc, Toi, t'étais pas loin de Porte de Versailles, la Paris Games Week, tout ça? ouais. J'étais dans le coin. Ouais. J'allais avec mes potes, c'était cool. Non, mais honnêtement, j'ai des super souvenirs de mon enfance. Je manquais de rien, donc c'était trop bien. T'avais quoi comme environnement familial en termes de frères, sœurs, etc.? On est 4, j'ai une grande sœur, mais j'ai mes parents. Ok. Sinon, ma famille, elle est un peu dispersée partout dans le monde. Mais voilà, on est très, très, très proches. Beaucoup de gens commencent un peu le sport des fois par des sports collectifs ou certains qu'on nous fait découvrir à l'école. Toi, t'as commencé par le karting. Qu'est-ce qui t'a amené au karting? Moi, j'ai commencé par le judo, Oh. d'abord. C'était mon tout premier sport. Tu vois, mon père, il dit faut savoir se défendre un minimum, tu vois. Genre, du coup, il nous a mis au judo, même ma grande sœur. Donc, on a commencé par ça. C'était mon premier sport. J'avais 4 ans. La première fois que je suis monté sur un tatami. Et le karting, c'est venu genre 2 ans après. D'accord. Mais de base, je faisais les deux, quoi. T'as continué le judo jusqu'à quand à peu près? Jusqu'à mes 13-14 ans. Donc, j'ai fait 9 ans de judo. C'était. Honnêtement, à part le sport auto, c'est vraiment mon sport préféré. T'avais un niveau quand même un petit peu? Ouais, j'étais pas mal. J'ai pas passé ma ceinture noire. Je l'ai jamais passé, peut-être dans un futur. Ouais. Mais ouais, j'avais mon petit niveau quand même. T'as regardé un petit peu, genre même soutenu les athlètes pendant les JO? Par exemple, Bien j'ai eu sûr. Johan Benjamin Gaba, tu vois. Non mais mec, pendant les JO, le judo, c'est la compète que je suis plus avec l'athlétisme. Je suis vraiment un gros fan. Hein. Et même quand je rentre sur Paris, j'essaye de tourner un peu, quoi. J'ai vu que tu pratiquais aussi un peu d'autres arts martiaux. J'ai vu que tu suivais aussi la boxe. On t'a vu là au Ouais. PFL samedi. T'étais avec Patrick Abirora, etc. Les sports de combat en général, c'est ton truc? Depuis que je suis petit, quoi. C'est karting et arts martiaux. C'est pas ma génération, mais j'ai grandi avec Rocky. Ok. Tu vois, c'est Rocky, je les ai fait tourner en boucle. Et donc de base, moi, c'est vraiment la boxe et le MMA, ça s'est démocratisé un peu plus tard. Donc ça fait pas longtemps que je suis un gros fan de MMA, mais maintenant c'est vraiment mon truc. Est-ce qu'il y avait des sports plutôt collectifs aussi que t'appréciais, genre basket, handball, football, peu importe? Foot toujours. Hein. Classique. Mais tu vois, c'est sport du peuple, quoi, qui n'aime pas, tu vois. Ah bah il y en a qui aiment pas. Hein. Ouais, c'est rare. C'est rare, mais ouais, football quand même. Fan du PSG. Ouais. Je suis un Parisien, j'étais à côté mon collège, j'étais à côté du parc, quoi. Donc normal, je vais pas supporter une autre équipe. Logique. Supporter le club de sa ville, j'aime bien. C'est ça. J'aime bien. Du coup, la finale de Ligue des Champions, etc. Machin, c'est classique. C'était ouf. C'était cool. Ça ne m'étonne pas. Comment ça se passe, la scène de karting, quand tu commences un petit peu jeune? Je vais poser des questions à un moment, même si j'ai fait quelques recherches, pour essayer tu vois, que les gens ils puissent comprendre, un petit peu capter. Toi, tu as commencé par le karting. C'est comment la progression dans le karting au début? Donc, on est sur un sport où voilà, tu fais des tours, tu as une petite voiture, etc. Mais il y a des championnats, il y a un club, tu as des coachs. C'est comment un petit peu le karting? Moi, déjà, j'ai commencé... il y avait une école à Porte de la Chapelle. D'accord. Tu vois, c'est un peu... D'accord, j'avoue que je ne m'attendais pas à une Il y école. avait l'école de cartes à Porte de la Chapelle, un truc indoor, tu vois, où les gens ils pouvaient payer leur truc. Et j'avais 6 ans et quelques, et je faisais un stage là-bas. Ok. Donc il y avait des moniteurs et tout. Mais moi, tu vois, j'avais le truc direct. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps là-bas. Ok. Les mecs, ils ont dit à mon père, faut lui acheter un kart et il commence la compétition, quoi. Parce que là, c'est... Enfin, tu vois, j'avais les bases et tout, j'allais vite et il m'a dit, ouais, va en compète. Et moi, tu vois, cette période, elle est très floue pour moi les premières années parce que je suis un gamin. Tu vois, j'ai 7 ans, 8 Ouais. ans, 9 ans. Je me rappelle de mes courses, mais tu vois, c'est pas moi qui prenais les décisions, c'est mon père et c'est mes parents qui faisaient en sorte que je me retrouve là et là. Moi, je suivais comme ça, moi, je voulais juste rouler, je voulais juste faire du kart. Ça t'amenait dans un endroit, ça te disait Voilà. là, maintenant, faut courir. Là, et moi, j'étais trop content. Oh, j'ai mon kart et tout, oh, c'est trop bien. J'ai jamais eu, tu vois, en fait, en karting, il y a
quand t'es très très jeune, quand tu commences, il n'y a pas vraiment de structure ou quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours appris tout seul. Ok. Ok, J'ai pas de toujours perte. été très instinctif. C'est vraiment plus tard, quand j'ai progressé, quand j'étais dans les championnats nationaux et tout, que là, tu vas dans des équipes et il y a des gens qui te prennent en main. Mais au Tu, tout début, c'est l'instinct. tu suivais déjà la F1 ou la course automobile à ce moment-là? Moi, honnêtement, il y a toujours eu la F1 dans le salon, tu vois. À la télé, j'entendais les moteurs, machin. J'ai des souvenirs flous un peu de Hamilton quand il était chez McLaren, Vettel chez Red Bull. Tu vois, c'était la période. C'était une belle période de la F1. Et je suivais, tu vois, je suivais de loin, on va dire. Et une fois que tu as fait tes premières, on va dire, scènes de karting, comme tu nous l'as dit, tu as découvert, tu as compris que tu appréciais bien, etc., tu as parlé de championnat national. C'est comment la transition de je fais du karting dans des courses, tiens, cours mon fils, à là, tu vas aller dans un championnat national? Est-ce que c'est accessible pour tout le monde? C'est comment? Euh, Ça, c'était quoi? C'était 2014. Moi, en fait, j'étais en championnat genre régional. Ok, de la région parisienne. Ouais, j'ai massacré un peu tout le monde, tu vois. Et moi, je m'amusais, tu vois. Et mon daron, il me fait non, mais on va passer au niveau, passer au niveau supérieur, tu vois. Et c'est là où j'ai vraiment, je me rappellerai toujours, je suis arrivé sur le circuit pour mes premiers tests. Je fais, c'est quoi ce délire? Et je vois genre des sortes de camions. Ouais. Il y avait des pilotes, ils se ramenaient avec des camions avec plusieurs châssis, plusieurs moteurs et tout. Nous, on arrivait avec le kart, il était sur le toit de la voiture. J'ai fait, mais on est où là? Celle tu qu'elle vois? est comme genre les Ouah, sorties du vélo où il y a 3 vélos sur le j'étais scénic. dégoûté. J'ai fait, waouh, en fait, on va rentrer à la maison quand on n'a rien à faire ici, tu vois. Et c'est ça, c'est mes premiers souvenirs. Et c'est là où vraiment, j'ai vraiment kiffé mes 2 premières saisons de karting. Et après, quand je suis passé aux choses sérieuses, j'ai pris beaucoup moins de plaisir toute ma carrière. Ça se voit quand t'en parles, c'est un peu Ouais. plus amer. En fait, c'est vraiment des mauvais souvenirs un peu. C'est un peu, on va dire, j'avais beaucoup de frustration à cette époque parce que tu te battais contre des gamins qui avaient plus de moyens que toi. D'accord. Et c'était un peu. Et honnêtement, je veux pas faire le mec. Ah, j'ai pas eu les moyens, machin. Tu vois, nous, moi, je vais être honnête, mes parents, ils sont aisés. Ouais, j'ai vu, tu l'avais dit plusieurs fois. Ouais. Je- Voilà, ils sont aisés, mais dans le monde de la Formule 1, on est inexistant. Tu vois, on est inexistant. Tu vois, le foot, t'achètes une paire. Tu vois, tout le monde peut aller jouer au foot. Pour commencer le karting, c'est chaud. Et après, pour passer aux choses sérieuses, là, c'est abusé. Est-ce qu'il y avait déjà peut-être dans tes catégories des pilotes qui après ont pu aller en Formule 3, 2 ou autre, ou pas du tout? Il y a des gamins avec qui j'ai commencé. Ils sont en Formule 1 sur la grille avec moi. Comme par exemple? Bortoletto. Antonelli, il est pas vraiment de ma génération, il est un peu plus jeune que moi. Il y a des pilotes qui sont en F2, Victor Martins, Ouais. en Formule 2. On a commencé le karting ensemble. Magnifique. Donc ouais, il y a quelques têtes, mais tu vois, il en reste, je peux les compter, tu Oui, vois. logique. On est vraiment nombreux au début, mais c'est beau de se retrouver à ce niveau-là. Et en même temps, la course automobile, c'est pas on va dire une discipline où il y a 1 milliard de places. Ouais, c'est ça. Donc à la fin, c'est vrai que... Tellement élitiste. C'est tellement. Enfin, surtout la Formule 1, quoi. Après, je pense que quand tu arrives à un certain niveau, tu peux quand même. Tu peux vivre de ta passion et trouver d'autres championnats, mais quand tu grandis, tout le monde rêve de Formule 1. Et la différence que tu disais, la mécanique où les gens ils commençaient à avoir différents moteurs, différents châssis et compagnie, même si tu dis que du coup tu as pris un peu moins de plaisir, comment tu as fait ou vous avez fait à ton échelle pour essayer de la combler un petit peu? J'ai jamais. Bon, en fait, on l'a jamais vraiment comblé, hein. Je vais pas te mentir. Moi, j'ai fini ma carrière de kart frustré, quoi. C'est le kart. Moi, quand j'étais petit, je voulais gagner, gagner, gagner. Mes parents, ils avaient un peu plus la vision que moi. C'était se former pour genre faut former des fondations solides Ok, pour passer au step supérieur. Le but du karting, c'est pas de gagner, c'est d'apprendre. d'accord. Apprendre, gagner, c'est plus tard. Et à cet Et, égard, mais donc apprendre, voilà, j'ai jamais, j'ai aucun titre en karting. Pour te dire, je suis pas champion d'Europe, je suis pas champion du monde, mais je suis pilote de F1 chez Red Bull, tu vois. comme quoi. Non mais voilà, donc j'ai un chemin un peu différent des autres pilotes de F1.
un peu plus, tu vois, un peu plus Sinueux, tordu, on va un dire, peu plus tordu, tu vois. Mais je suis solide. Je suis arrivé plus solide que les autres. T'as rien lâché. Non. Non, j'apprécie ça. Tu vois, le fait d'avoir vécu de la difficulté, etc., c'est aussi, je pense, une force par rapport à Ouais. ceux qui, on va dire, ont peut-être une voie un peu plus tracée, mais qui, du coup, quand ils arrivent devant l'adversité un peu plus tard, Ouais. il y a un y peu a des plus de mal. pilotes, ils ont. Tu sais, il y a des pilotes qui vont en F1, mais ils ont dû se battre pour aller en F1, et il y en a, ils ont été un peu sélectionnés depuis qu'ils sont petits, tu vois. Toi, on va te programmer, machin, tu vas être pilote de Formule 1. Moi, c'est pas ça. Je me suis battu contre un système très, très dur, et j'ai des fondations beaucoup plus solides qu'un gars qui a eu un chemin tout tracé, donc je pense que ça va m'être utile toute ma carrière. On va continuer à parler de sport. Juste avant, t'as déclaré que t'étais un mec d'internet. À quel point t'es un mec d'internet? Est-ce que tu suis Twitch, YouTube, des créateurs de contenu en particulier? C'est comment? Plus là récemment, les 2 dernières années, non. Ok. Par manque de temps, peut-être? Ouais, bon, ouais, non, c'est que ça, hein. Mais j'ai quand même j'ai quand même le temps de brainrot sur Twitter, tu vois. Je suis un mec, je suis l'actu, je sais à peu près tout ce qui se passe en France, et voilà. T'es un mec de Twitter. Ouais. Je suis pas actif, hein, mais je kiffe. Tu tapes ton nom dans la barre? Non, non, jamais. Jamais. Mais j'ai pas beaucoup d'F1 sur mes réseaux. Ok. Je déconnecte. Voilà. Genre, t'as un algorithme qui t'envoie des choses L'algorithme, adaptées. il me fatigue. L'algorithme, il est fatigant. Mais ouais, j'ai beaucoup de foot, beaucoup d'MMA. Ok. Voilà. Je suis mort. Mais toi, ça se voit, t'avais un petit compte, tu faisais des blagues, etc. Comme tout le monde. Un Dans le compte, chat, tu je vais disais rien il est des dire. nôtres. Je vais rien dire. Ça y est, Isaac était un tweetos, les gars. Il a dit, magnifique. Parce que par exemple, je te dis ça dans le sens où, par exemple, j'ai fait un format il y a pas longtemps avec Mohamed Simakan. Et lui aussi, il allait beaucoup sur Twitter. Et en fait, lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il a dû déconnecter à un moment des réseaux un peu pour son mental. Et du coup, je me demandais si toi, t'avais eu la même chose. Moi, quand j'étais. Ouah, je me fatigue, hein, mais quand j'étais beaucoup dans l'e-sport, Ouais. il y avait quand même une grosse communauté e-racing. Ouais. Tu vois, Sim racing, tout ça. sim racing, machin. Et c'était ma période active, on va dire, quand j'étais plus jeune. Magnifique. Tu suis encore l'e-sport? Non. Dommage. Ouais, Il y avait des gens qui posaient la question cassée ou M8 dans le chat. Je m'étais dit, non. pas du tout. Dommage. Désolé, les gars. Non, j'ai voulu la caler parce que je me disais, est-ce que du coup, il y a peut-être, tu vois, une question qui aurait fait clipper, qui aurait fait kiffer les gens. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Isaac, j'ai vu un des tournants de ta carrière pour se recentrer un peu sur ça. C'était un moment où tu as fait la différence lors d'un truc qui s'appelle le trophée Winfield. Ouais. Qu'est-ce que c'est le trophée Winfield? C'était pile ma transition karting monoplace. Et en fait, c'est vraiment une formation pour les jeunes. C'était en début 2019. Ok. Ça va faire 6 ans. bientôt 5 ans. 2019-2025. Ah oui, 6 ans. putain, waouh. Et on arrive en 2026. Ah, je me suis- ouais. 7 ans, chef. Je sais pas, ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein? Ah ouais, c'est chaud Le de temps, il ouf. passe vite, hein. Waouh. Il est choqué. Je pensais que c'était genre il y a 4-5 ans, tu vois. Ok. Mais regarde, t'étais tout pitchoun. Ouais. Je venais d'avoir. Après, j'étais vraiment petit, tu Ouais, vois. t'avais 14-15 piges. J'avais 14 ans, ouais. T'es 2004. Ouais. Ouais, donc 2019, 14-15 piges. Ouais. Et c'est un truc pour les jeunes. Et il y avait un. Moi, j'étais trop jeune. En fait, il y a le volant Winfield et il y a le trophée Winfield. D'accord. Et vu que moi, j'étais dans les plus jeunes, le trophée Winfield, si tu le gagnes, je me souviens, il t'aide un peu à financer ta saison et Ok. il t'aide genre ils te mettent en avant genre du coaching et tout, et par-dessus tout c'était grave abordable de le participer. faire. Ouais, grave. Et je l'ai gagné, et c'était ma première expérience en monoplace, et de là j'avais rencontré Pierre Sancinena. Il s'est occupé de moi pendant 3 ans, et c'était lui qui faisait le coach du GP Explorer de tous les D'accord. de tous les gars. Et en fait, lui, il s'est occupé de moi pendant 3 ans, et je l'avais rencontré ici. Donc déjà, j'avais pris de l'expérience, j'ai rencontré mon gars, et financièrement, ça m'a aidé aussi. J'ai vu que tu l'avais remporté effectivement à 14 ans, et dans l'article que j'ai trouvé, ça disait en étant parmi les 5 plus jeunes pilotes qui ont participé.
Ouais, c'est ça. Donc il y avait les juniors et après il y avait le championnat Le Volant Winfield. Je pouvais pas y participer parce que j'étais trop jeune, mais j'étais en compétition directe quand même avec eux. J'ai vu que pour gagner ce trophée, tu as dû impressionner un jury composé de plusieurs personnalités du monde de la course auto. J'ai noté Jarno Trulli, ancien pilote, Éric Boulier, Christophe Lollier. C'était comment pour le remporter? Tu as dû faire quoi en fait? Vu que tu nous le disais, Maintenant, ça fait un moment, mais je sais que c'était. Vraiment, c'était juste basé sur la performance pure. Il y avait déjà des tests physiques, tests psychologiques, Ok. genre tests écrits et tout, carrément. Et après, la pratique. Ok. Et c'était genre time attack, tu vois. Toute la journée. Et à la fin, ils prennent en considération le pilote qui a le progressé le plus vite. Donc en fait, c'est vraiment une détection de talent un peu. Ok. Tu vois. T'as un jury et il a ses propres critères. C'est pas une compétition, t'as gagné, machin, donc on te donne le. Non. Moi, je l'ai gagné, je pense que j'étais pas le plus rapide. Ok. De tout le monde, mais la progression dans la journée, elle était grosse. La régularité aussi. Et aussi la vitesse pure, plus tous les tests qu'on a fait avant. Donc c'est vraiment une moyenne. Et je l'ai gagné et ils ont fait le bon choix. C'est un peu comme une détection au football au final, où en fait t'as un jury et c'est pas forcément celui qui va marquer le plus de buts ou autre qui va réussir à faire. Mais c'est là où il faut pas bégayer, tu vois. C'est tous ces moments-là clés dans ma carrière où j'ai été solide. Qui m'a permis de continuer. Tu vois. Alors que tu te rates, mais t'as les moyens de continuer, c'est bon, c'est pas grave. Mais quand t'as pas les moyens, faut pas se rater. J'aime bien ce que t'as dit, c'est les moments où faut pas bégayer. Non. C'est ça. Hein. Les moments où le mental, où la force pression, de caractère. Ouais, moi j'aime bien la pression. Je marche bien sous pression, quoi. J'étais habitué à ça depuis petit. Quand t'es trop en détente, c'est... Non, c'est pas bon. Ça m'est arrivé plein de fois où je sens que je prends un peu la confiance et tout. Bam, il y a une erreur qui arrive. Faut toujours être aware, tu vois. Faut toujours être là. Donc toi, un encadrement qui te maintient sous pression, sous tension, ça fonctionne mieux avec toi actuellement. Ouais. Dans la difficulté, je me sens plus vivant, quoi, plus fort. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer avec l'expérience? Ouais, j'ai toujours été à l'affût parce que je change de catégorie tous les ans, je change d'environnement tout le temps. Là, ça va être, j'espère, dans mon futur, je vais pouvoir me poser, te stabiliser un peu, et voilà, et passer du temps, et l'expérience, c'est sûr qu'elle va prendre le dessus. Moi, toute ma carrière, j'ai toujours tout fait avec beaucoup de pression, instinct. Mais là, j'espère avec Red Bull pouvoir me poser et bosser sur des années, quoi. Avant de parler de Red Bull, car forcément il y a beaucoup de choses à dire dessus, on va continuer le fil gentiment. J'ai vu que justement ce trophée Winfield t'ont ouvert un peu le championnat de France de Formule 4. Comme tu disais, il y avait des aides au financement, le passage de karting à monoplace. Rapidement, avant de parler du championnat en lui-même, c'est quoi la différence de passage entre karting à monoplace? En fait, ça a l'air d'être un gros changement. Tu vois, un karting, tu vois, une F4, c'est un gros truc. Mais c'est tellement la suite logique. Et même quand t'es petit, t'es tellement baigné dans la Formule 1, les monoplaces. Et en fait, tu passes du karting à la F4, la transition, elle est vraiment naturelle. Ok. C'est intimidant au début. Je me souviens, la première fois que j'ai vu une F4, j'ai fait, ouais, comment je conduis ce truc? Ouais, c'est un bateau un peu pour moi. Et je me rappelle de ma toute première journée, je suis monté step by step et j'étais à l'aise très vite, mais le principe, c'est le même en fait. Le principe, c'est le même. T'as pas besoin de faire du karting pour apprendre à aller vite en monoplace. D'accord. Ça, c'est faux. Par contre, en karting, t'apprends à te bagarrer, la compétition, délivrer sous pression. Ça aide au dépassement? Ah, mais c'est que ça. C'est ça l'image que j'ai d'un karting dans ma tête. Mais karting, c'est là où tu fais tes bases de défense, dépassement, gestion de course, gestion de pneus. Tout commence au karting. Le karting, c'est là où tu te fais tes bases pour la suite. Mais c'est pas parce que tu as été fort en karting que tu vas être fort à la suite. Tu vois, il y a un mec qui vient du simulateur, il a fait que du e-sport toute sa vie, il fait de la monoplace, machin. Moi, je fais du karting, je fais ma transition en monoplace. Il peut être plus rapide que moi. Mais par contre, moi, derrière, j'ai un bagage
énorme comparé à lui. Et sur un championnat, sur des courses, c'est pas des tours qualifs, ça reste de la compétition. Bien sûr. Là, tu le manges. Sur tous les autres détails, Exactement. les à côté, de Voilà, l'expérience. piloter, pas besoin de faire du karting pour savoir piloter une monoplace. Au moment où tu es au championnat de France de Formule 4, tu as 15 ans, donc ça veut dire que tu as encore les cours à côté, etc. Ouais. Ça se passe comment le Je rythme? passais le brevet, ma première année de Formule 4. Première année de Formule 4, à côté, on lui posait des questions sur l'histoire de l'art. Ouais. Bon, en fait, ça me saoulait, quoi. Moi, j'étais en cours, je pensais que à. J'avais un moteur et une boîte de vitesse dans le cerveau, tu vois. Genre, je me voyais sur les circuits et je pensais à ça toute la journée. Et faire les deux, c'était. Bon, là, j'avais 14, 15 ans, donc déjà en maturité, j'avais gagné, mais le pire, c'est quand t'es en karting, tu fais un week-end de course, t'es là, t'as 10 ans. J'étais petit, hein. Après, pour le coup, eux, c'était vraiment grand, ils abusaient. Oui. Mais je faisais Ça, c'est les gamins de 15 ans qui veulent pas avoir 15 ans. Voilà. Et moi, je faisais. Mec, j'ai commencé la F4, je faisais 1m49, quoi, tu vois. J'étais comme ça. Je roulais comme ça. Genre, t'avais à peine les yeux qui. J'étais comme ça, les pédales, je touche. Mais j'y allais, tu vois. Et bref, et je disais. Je me rappelle, le dimanche, t'es là sur un circuit à l'autre bout de la France avec ton père. Tu vas en voiture tout là-bas, tu te retapes la route, tu t'es fait détruire. Et tu rentres le lendemain, t'as contrôle de maths et t'as 10 ans. Tu vois, tu rentres à l'école, t'es. Oui, c'est difficile. C'est dur à cet âge-là. On te voyait comme un ovni ou pas dans ta classe, parmi tes potes personne... Non, mais moi, je disais rien, personne comprenait rien. Le sport moi, je me souviens quand j'étais en primaire, collège, j'étais le seul mec qui regardait la F1, quoi. Après, je l'ai vu, cette vague de. Oui. Quand je suis rentré au lycée, il y avait 2-3 mecs qui suivaient, machin. Et maintenant, tous mes potes suivent la F1. Tous les jeunes connaissent Max Verstappen, tu vois. C'est vrai. Bah après, il y a eu tous les travaux, mais on va pas revenir dessus parce que ça a été beaucoup débattu, etc. Mais je l'ai vu, cette évolution de la popularité de la F1. Le rachat, Liberty Media, Netflix, machin, blablabla. Mais je me souviens, avant, j'étais dans ma tête, je me disais, waouh, les gens c'est foutent et voilà, tu vois, moi je fais mon sport à côté, je suis un peu le mec chelou qui fait qui fait du karting, tu vois. T'as quelqu'un l'a dit dans le chat, la F1 c'était pour les darons il y a encore 10 ans. C'est vrai que dans ma tête, le sport automobile c'est un truc de daron. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est magnifique. De ouf. Mais c'est vrai. Tu vois, moi, je sais pas pour toi, est-ce que t'as été un peu de la même génération, à ce niveau-là, tu vois, je regardais beaucoup l'équipe TV qui donnait des résultats de tous les sports. Ouais. Et du coup, moi, c'est comme ça. Par exemple, j'avais entendu parler de Sébastien Loeb. Ouais. Le rallye, la Formule 1, etc. Et c'est vrai que dans ma tête, du coup, inconsciemment, j'ai toujours grandi avec le fait que c'était un truc de daron. Et c'est vrai que ça s'est bien rajeuni. Je suis d'accord avec toi. Quand même. C'est comme ça, les pilotes sont tous jeunes et tout. Non, c'est... Je suis content que l'image de la F1 elle a un peu changé, quoi. Le championnat de France de Formule 4, ça ressemble à quoi? Tu as parlé de, par exemple, courses dans le sud. C'est souvent les week-ends, des courses un peu dans toute la France. Est-ce que c'était très régionalisé? 7 meetings. T'avais des années où t'avais la chance de sortir de la France. Je me souviens, pendant le Covid, on a réussi à aller en Belgique. Voilà, pour le circuit de Spa. C'est pas fort encore chaud. Mais sinon, 2 fois dans l'année, il y a une course en Italie, une course en Espagne. Et le reste, c'est un peu partout dans la France, le sud. Après, il n'y a pas de circuit à Paris. Hein. Mais tu vois, on n'avait pas du tout en Île-de-France. Nogaro, Paul Ricard, Manicourt, Le Mans. Ok. Donc, mais non, en Île-de-France, il n'y a pas de circuit. En Formule 4, j'ai vu, tu as fini 7ème ta première saison en 2019, puis 3ème en 2020. Une victoire lors de ta première saison, 3 lors de la deuxième. Ouais. À ce moment-là, c'est comment en termes d'encadrement? Est-ce que tu as déjà un staff ou alors est-ce que tu es encore only avec tes parents? Est-ce que tu as une écurie? Est-ce que c'est comment la préparation d'un meeting? Tu as parlé de meeting, c'est quoi? La FFSA, c'était... En monoplace, c'est peut-être mes meilleurs souvenirs. C'est un peu... contrairement aux autres championnats de Formule 4, déjà les coûts, c'est pas les mêmes du tout que les autres championnats. C'est vraiment une formule où tu partages avec tous les concurrents. D'accord. On est tous sous la même structure. Ah, c'est intéressant ça. On a tous les mêmes mécaniciens, les mêmes ingénieurs. Ça crée une base. Ouais, voilà. Et on est tous, tu vois, avant la course, on partage tous le même camion. C'est un peu les vestiaires et on se change et tout et on va aller partir. Mais en fait, on partage. Donc, non, honnêtement, c'était cool et c'était beaucoup dans le partage d'informations aussi. Tu pouvais savoir, tu sortais de ta séance, tu pouvais voir
le tour du mec le plus rapide. Ok. En caméra embarquée, tu pouvais avoir accès à ces datas. Donc en fait, ça fait évoluer tout le monde beaucoup plus vite. Ce que j'allais dire, c'est une pépinière en Ouais, fait, le ouais, truc. exactement. Et les coûts ils sont beaucoup moins élevés en plus. Et j'ai fait et les fondations que ça te donne avant de passer au step supérieur, elles sont fortes. Le rendement, il est très bon. Il y a une des premières victoires qui t'a marqué, que j'ai noté, t'en as fait une, Ma trois. première. Voilà, toute première. Ma première, c'était à Spa. Je pense que je dois être l'un des plus jeunes vainqueurs d'une course d'F4. J'avais 14 ans encore. Magnifique. Et ouais, en plus, l'avoir fait sur un circuit légendaire comme ça, je suis content que ma première victoire de toute ma vie soit à Spa. Tu vois, c'est pas sur une piste claquée. Tu vois, donc c'est un de mes meilleurs souvenirs. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas forcément hyper à l'aise avec les sports auto, pourquoi est-ce que Spa est un circuit légendaire? C'est un circuit. Il a été dessiné, conçu pour les F1, en fait. Et c'est une piste, beaucoup de virages rapides, beaucoup de dénivelé. C'est la plus longue piste. Et c'est magnifique en plus. C'est dans la forêt. Et c'est une piste où tu peux dépasser très facilement. Il y a D'accord. beaucoup de choses qui se passent. Et à piloter en termes de plaisir, c'est dur à expliquer, mais le flow du circuit fait que il est incroyable. J'ai bien aimé l'expression le flow du circuit. Ouais, c'est un flow. Tu vois, il y a des circuits, c'est un peu on-off. Là, c'est tous les virages se parlent, tu vois. C'est agréable. Et il y a quoi comme circuit plus on-off selon toi? Vraiment de ton pur feeling, tu vois. Il y a des pistes il y a des pistes de bourrin un peu. Tu vois, j'avais fait la Coupe du Monde à Macao en F3. Ok. Et c'est un circuit de ville, mais c'est un circuit, il est terrifiant. Genre, il y a que des murs en béton partout. Tu peux te faire mal très vite. Et en fait, c'est les pistes où celui qui freine le plus tard qui va le plus vite. C'est genre, c'est que prise de risque maximale. Que des gros dive bombs. Ouais, c'est très spécial. Tu comprends les débats autour des circuits de ville? Ouais, parce qu'il y en a, on sait pourquoi ils sont au calendrier. Et en termes de spectacle, souvent, c'est pas la folie. C'est pas la folie du tout. Voilà. Et en tant que pilote, tu t'es ressenti pareil? Ouais. Il y a des belles venues. Il y a des circuits. Tu vois, Jeddah. J'étais un peu sceptique au début quand ils l'ont ramené au calendrier, mais au final, c'est un des meilleurs circuits de la saison. Ok. C'est un circuit de ville. Bakou aussi, c'est une piste de fou. Bakou, c'est impressionnant. Ouais. Avec l'espèce de mur là, avec le gros monument là, moi j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Ouais, tu passes un truc tel. En fait, ça fait la largeur de la voiture. C'est un trou de souris. Ouais. Et après, il y a des pistes qui sont ramenées au calendrier, elles sont pas ouf, quoi. On s'ennuie, quoi. Et après, il y a des pistes légendaires, tu vois, il y a Monaco. C'est la meilleure séance de qualification de l'année, mais le dimanche, c'est dur. Et tu t'ennuies, quoi. Même dans la voiture, t'es là, faut rester réveillé parce qu'il se passe rien. C'est genre de l'autopilote, quoi. Ouais, presque. voilà, c'est exactement ça. Et ça rend un peu ouf. C'est vrai que quand la course devient juste une répétition de gamme, Ouais. sans genre piquant ou autre, Ouais, mais tu vois, Spa, ça existe pas. Spa, t'attaques toute la course, il peut se passer des trucs tout le temps, non, ça c'est... Magnifique. Dans le chat, je vois des gens qui posent des questions intéressantes sur des aspects qu'on va aborder un peu après. Donc ne vous inquiétez pas, on a encore du temps, il est 12h40, tout va bien. J'aime bien là comment on discute, tout ça. Donc ne vous prenez pas la tête, on va discuter de tout. J'ai vu qu'en parallèle de ces championnats de France, tu concours aussi. Alors j'ai vu et je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre. Sur d'autres championnats, je voyais par exemple le championnat des Émirats ou alors d'Asie de F3. C'est quoi la plus-value de faire ça? Et comment ça se passe le fait de concourir à la fois dans deux trucs en même temps? C'est pour se maintenir en forme en fait. Mine de rien, t'as pas de... tu vois, t'as 7 week-ends de course dans l'année. En fait, c'est 7 compétitions. Sur 12 mois, c'est maigre. Il y a 52 semaines, quoi. Ouais, voilà. Et c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, c'est pas comme si que tous les jours, tu pouvais t'entraîner. Tu vois, donc faut aller chercher la compétition. Et il y a des championnats qui matchent bien avec le calendrier. T'y vas pour rester en forme et continuer à rouler. Sinon,
Non, c'est un sport où c'est compliqué de rester actif. Parce que ouais, j'ai vu genre championnat des Émirats, etc. Ça veut dire que tu passais plusieurs semaines genre aux Émirats, à Dubaï et Ouais. tout ça, juste pour des courses? Ouais, quand j'étais petit, j'allais là-bas et je roulais contre des nouvelles têtes que j'avais jamais vues. Honnêtement, le championnat, le niveau en France était beaucoup plus élevé. Ok. Ouais. C'était de la practice. Ouais, c'est ça. C'est pas le même calibre. Ça permettait de rester un peu Ouais, quand ouais. même. Tu vas là-bas et tu te dis, ok, ça te rassure aussi, tu vois. Tu te dis, ouais, le vrai niveau, il est en Europe, là. En 2021, pardon, lors de ta saison en formule régionale, tu commences, j'ai vu, à sincèrement impressionné, avec notamment des victoires. J'ai noté Monaco, Monza, en terminant régulièrement également premier rookie. C'est quoi la formule régionale déjà? C'est la catégorie intermédiaire entre la F4 et la F3. Ok. Parce qu'en fait, la F4 à la F3, c'est un step énorme. Tu passes et dans tous les sens du terme, hein, le niveau des pilotes, la performance de la voiture, ça n'a rien à voir. Le niveau des équipes, le professionnalisme, c'est plus le même. Ok. C'est plus les mêmes budgets. Là, t'es plus sous le même cocon, sous le même truc. Ah ouais, donc en fait c'est un step énorme et la formule régionale c'est vraiment le step intermédiaire pour bien se préparer à la F3. Donc ça c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Il y a des pilotes qui arrivent à passer de la F4 à la F3 et d'autres ils échouent parce que le step il est très 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 haut. Le Donc step, ça- il est haut simplement en termes de niveau, ou alors la voiture change tout. aussi? Ouais, attends, la première fois que j'ai piloté une F3 j'ai fait ouais c'est c'est dur. Je me souviens et j'avais fait toute une année de formule régionale. Hein. C'est pas je suis passé à la F4 à la F3. Déjà là j'ai trouvé ça chaud. Donc voilà, c'est un championnat extrêmement élevé. Et l'année où je le fais, c'est la première année du championnat. En fait, Oh. ils avaient. C'était l'introduction. Voilà, de base, je devais aller au championnat. Ça s'appelait Formule Renault. Et ils ont fusionné Formule Renault avec Formule Régionale. Parce que c'était deux championnats, en fait, où ils commençaient un peu À se monter un peu vieillir, l'un sur l'autre, voilà, et ils ont formé les deux et ça fait une grille de malade mental. Genre le niveau depuis il est vraiment élevé. Il y avait qui en formule régionale avec toi, par exemple? En formule régionale, j'étais pas avec Victor. J'avais Bortoleto. Gabriel Bortoleto, il est sur la grille avec moi en F1. Il y avait plein de mecs qui sont arrivés jusqu'en F2. Attends, je suis en train de penser au top 3 là, du championnat. Il y a Paul Aron, il est pilote de réserve chez Alpine. Oh, t'avais quand même. Ouais, il y avait du avait bien sûr, il y en a très peu. Il y en avait quand même deux. Tu vois, tu prends un championnat, tu te dis il y en a deux qui ont réussi à être en F1, c'est que le championnat est très élevé. Mais ouais, il y avait du lourd. C'était comment les victoires? J'ai noté Monaco, Monza, régulièrement première rookie, etc. Ouais. C'est cette saison qui t'a fait passer un grand cap? En fait, c'était l'année où j'étais. On commence l'année et je suis un peu dans la mouise. Genre en termes Oh, bah déjà financièrement. ok. Parce que vraiment, la F4, c'était déjà. On était comme ça. La FRECA, ça s'appelle la FRECA, formule régionale. Bah là, en fait, on est dans le flou avec mes parents. Ça a demandé un gros investissement Ouais. de leur part financier? Ouais. Et là, on est dans le flou total. Et je pense qu'on peut pas finir la saison. D'accord. Et puis, je suis pas dans un junior team, tu vois. Je suis dans aucune équipe de F1. Faut absolument que je performe pour qu'il se passe un truc. Sinon, Coucou, j'existe. ouais, voilà. Parce que là, pour l'instant, en fait, à l'époque, le championnat de F4 français n'était pas reconnu. Et il y avait aucun top team de la FRECA qui voulait me signer. Ils ont dit, ah, mais ton championnat, il est pas. Nous, on veut les mecs de la F4 italienne, allemande, machin. Ok, c'était elle qui était plus estimée. Ouais, voilà. Et alors que leur promo comparé à la mienne a été claquée, tu vois. Comme quoi, Ouais. certains n'avaient pas l'œil. Ouais, bah, pas du tout. Mais il y avait un mec qui avait l'œil. Et c'est Helmut Marko. Et en fait, j'ai gagné à Monaco. Mais il fallait absolument que je gagne. En fait, la FRECA, j'avais la chance que ce week-end soit en même temps que la Formule 1. D'accord. Donc tu vois, mine de rien, t'as tous les patrons de la F1 qui vont regarder la course par défaut, quoi. Parce qu'elle est là, Parce que qu'elle est tout le là, monde est voilà. là, que ça se passe Je sous regarde, leurs yeux. machin. Et
besoin qu'il se passe un truc cette saison et c'était la 3e course de l'année sur 10. Et Putain, mon pauvre. Tu sais que pour que dès la 3e course sur 10, il faut un truc là tout de suite, faut que quelque chose se mais non, passe, parce je suis à terre. qu'il dit ouais, c'est ça. Je suis à C'est terre, mon dur. pauvre. Et je gagne la course et c'est le jour même où je me fais signer par Red Bull. Et là tout change. Alors attends, Isaac, vite fait, on va prendre un peu de Non mais pause. c'est la même journée. Tu Là, gagnes et après il est venu te voir dans le couloir, tu signes, c'est quoi? T'attends, Mais mec, on est Parce pas qu'en loin. fait, tu me mets les deux en même temps là. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Moi, je gagne la course, c'est le samedi. Je gagne la course. Je rentre à l'hôtel, sieste. Le lendemain, j'ai une course encore. Et on m'appelle, on me dit ouais, il y a le Mout Marco, il veut te voir et tout. Ok. Aussi simple que ça, mec. Au début, je croyais que c'était une blague et tout, moi, tu vois. Et au final, non, j'ai rendez-vous à Monte Carlo Bay, à l'hôtel. Il t'attend au lobby, il veut te voir. Ok. J'y vais, je vais le voir. Il dit ouais, je t'envoie un contrat. Tu signes pas. Le contrat est là. Voilà. Bienvenue chez Red Bull, quoi, tu vois. T'étais seul au rendez-vous ou t'étais avec tes parents? Là, je suis venu avec Pierre, le gars qui s'occupait de moi, mais je me souviens, Helmut, il a fait non, tu viens tout seul. Personne à la table. Ok. Et j'étais solo, j'ai 16 piges, tu vois. Voilà. Il m'a dit, on va t'envoyer un contrat. Et là, c'est. Exceptionnel. Ah, tu remercies le bon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il y a 10 heures, j'étais en mode, ouais, il faut que je fasse un truc. Faut qu'il se passe quelque chose, c'est faut que je chaud gagne, faut que je me ouf. fasse remarquer. Mais à ce moment-là, mais en plus, ouais, là, c'était vraiment le fond du fond, quoi. Et là, tu passes de j'ai besoin d'un truc à tu te fais signer par à ce moment-là la meilleure équipe de F1. C'était la Red Bull Junior Team, c'est ça? C'est ça. Et le contrat, quand t'es junior comme ça se passe comment? Est-ce que c'est un contrat qui va couvrir les coûts, qui te permet déjà peut-être d'en vivre un petit peu? C'est comme peut-être les contrats stagiaires Non, en foot? C'est vraiment pour essayer de comprendre. j'ai tu vois. commencé à gagner ma vie seulement cette année en F1. Là. 2025. Attends, genre en Formule 2, quand tu faisais deuxième, tu gagnais pas ta vie avec? Non, tu t'es comme ça pour. Ok. C'est un système. Je te dis, c'est un système compliqué où tu dois payer tes saisons. Bien sûr, Red Bull, ils sont là pour t'aider. T'es dans une académie, tu baignes dans l'environnement F1 maintenant. Et financièrement, ils t'aident. Donc, bien sûr, la F3, la F2, c'est des coûts qu'on peut pas se payer. Oui. Ma mère, elle a réussi à trouver les sponsors pour payer une certaine partie de la saison et Red Bull prenait le reste. Il y avait un équilibre. Mais c'était honnêtement, c'était. Ouais, ballon. Je peux pas tout dire, mais c'était jusqu'à l'année dernière, c'était sans répit, financièrement parlant. Et voilà, mais sinon sans Red Bull, mais mec, c'est finito, c'est. Donc en fait, t'es un produit du cocon. Ouais. Mais tu vois, j'aurais pu performer sur un autre Grand Prix, ça aurait pas été à Monaco, il serait rien passé, tu vois. Et j'ai performé quand il fallait. Cette course-là en particulier, est-ce qu'elle avait eu un déroulé spécial? Est-ce que tu as eu à faire quelque chose d'impressionnant qui, tu penses, a attiré l'œil? En fait, déjà, c'était ma première fois à Monaco. Et c'est une piste vraiment de pilote, tu vois. C'est la première fois que tu y vas, c'est assez impressionnant. T'as les murs partout, t'as les rails partout. Mais en fait, c'est comment j'ai gagné la course avec vraiment beaucoup. En fait, je les ai satellisés ce jour-là. Il y avait pas de. J'ai fait la pole la veille. Magnifique. Le jour de la course, je l'ai. En tête tout le long? Tout le long, je prends le départ en pole. Et après, en fait, c'est l'écart que je creuse qui a fait qu'il s'est dit ok. Lui il leur met une tracée. Ouais, voilà. Mais sur une vraie piste, tu vois. C'est ça qui a fait la diff. Monaco. Ouais. En fait, t'as une histoire avec cet endroit. Ouais, grave. Monaco, c'est tous les ans, il se passe un truc. Cette année, t'as fait une très bonne place. Ouais. 6ème cette année à Monaco, ça? Ouais, 6ème. Ouais. Donc 6ème à Monaco, ça a été celui qui t'a permis en Freca de t'ouvrir les portes du team Red Bull. Ouais. En F2, il s'est passé pas mal de choses aussi à Monaco. C'est une piste que j'affectionne déjà depuis que je suis tout petit. D'accord. Moi, j'ai grandi avec les documentaires d'Ayrton Senna, machin, et c'était le king de Monaco. Donc moi, quand j'étais petit, je me suis dit, s'il y a une piste, faut que je sois bon. C'est à Monaco, faut pas que je me déçoive. Et je
me suis pas encore déçu là-bas. Ouais, bah ouais. Même Hugo me le rappelle dans l'oreillette et on t'a déjà lancé 36 fois dessus, donc je vais pas forcément reparler, mais même le clip qui a tourné. Ouais, là, non, mais machin. ça, bien En fait, il y a sûr. toujours une Il se passe constante tout de le temps Monaco. un truc. Ouais, Monaco, j'espère. S'il y a une piste où je veux performer toute ma carrière, tous les ans, c'est à Monaco. Parce que tout à l'heure, quand on a vite fait évoquer les circuits de ville un peu ténus, etc., pendant un instant, j'ai cru qu'on parlait peut-être indirectement de Monaco, mais non, en fait, tu kiffes. Ouais, ah non, mais j'adore. C'est la meilleure séance qualification de l'année, tu vois. C'est là où la prise de risque, elle est au max. L'adrénaline, elle est le plus élevée. C'est une toute petite piste, tu vois. Monaco, en vrai, quand tu vas prendre ta voiture pour te balader, tu te Ouais. dis, putain, c'est pas possible qu'une Formule 1, elle roule là-bas. C'est débile, en fait. Ça a été quoi? Parce que quelqu'un pose la question dans le chat, la réaction de tes parents au contrat Red Bull. Genre, quand tu sors de l'hôtel, donc Monte Carlo Bay, allô maman? Ouais, Oui, allô, alors maman. il y a Helmut Marko là, il a dit qu'il envoyait un contrat sur le mail. Ouais, non, mais c'est littéralement ça en plus. Moi, je comprends rien. Tu me parles de contrat, Mais tu vois, j'aimerais me rappeler exactement ce qui s'est passé. Tu vois, je regrette un peu. Je sais que je l'ai appelé. Après, qu'est-ce qui s'est dit dans l'appel? Je sais pas. Mais je crois même mon père, jusqu'à maintenant, il réalise pas que je suis en F1. Bah, il serait temps, Il a quand tellement même. souffert, il s'est dit, waouh. Là, il réalise, il a du mal à. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Ça va venir. Donc, comme tu le disais, le fait d'avoir rejoint le team Red Bull Junior, ça a permis de couvrir en T'as une partie. trajectoire en plus. Peu importe l'aspect financier, formation, c'est une chose, mais en fait, t'as une trajectoire. Moi, à ce moment-là, dans ma carrière, je savais pas où j'allais. Tu vois, je suis là pour impressionner, machin, me faire repérer. Mais là, maintenant, c'est clair. Tu vas en F3, tu performes, tu passes en F2, tu performes, tu passes en F1. T'as une trajectoire, elle est toute tracée. T'es pas tout seul à aller négocier, ah, je peux rouler pour vous, machin. Non, t'arrives avec le branding Red Bull. Puissant. Ah, t'es puissant. En parallèle, j'ai vu que tu avais signé après ça chez E-Tech, ce qui te permet de rejoindre la F3 en 2022. Tu fais une année pleine là-bas. Tu as eu une petite victoire lors de ta première course sprint à Sakir. Tu as également gagné la course sprint à Silverstone. La victoire en course au Red Bull Ring. Donc le clin d'œil, il est total. Déjà, avant de parler de cette saison, comment c'est le fait d'être chez un team junior Red Bull, mais en même temps dans une écurie? Ouais, c'était un gros step. Déjà, je me voyais combinaison Red Bull et tout. Je me suis dit, wow, je suis frais. Je suis stylé. Je suis trop stylé. J'étais là en mode, waouh, je suis un mini pilote Red Bull, quoi. Et en fait, l'année, je me souviens, on arrive, c'est une équipe en F3. C'est une très bonne équipe, mais c'est pas l'équipe qui gagne des titres, tu vois. C'est quoi, c'est la voiture qui est un petit peu moins bonne, entre guillemets? C'est ça. À cette époque, en tout cas, moi, je commence le début de saison, je suis rookie chez Hightech. Tu me vois finir dans le top 15, c'est cool. Tu vois. Et en fait, ça se passe beaucoup mieux que moi, je l'avais prévu, que Red Bull l'avait prévu avec l'équipe. Ok. Et je suis en tête du championnat jusqu'à l'avant-dernière course. J'échoue. Je me souviens, à la dernière course, j'ai craché, mais tu vois, j'ai montré assez de choses pour passer en F2 et j'ai fait une superbe année. Et à ce moment-là, tout se passait bien, tu vois. Est-ce qu'il y avait une espèce de petite histoire de gagner au Red Bull Ring en Autriche? Ouais. Ah, c'était spécial. C'était, je sais plus, c'était Helmut carrément qui est venu me remettre le trophée en main, mais c'était sous la pluie, dans des conditions atroces. Ouais, dégueulasses. Et on avait fait pole victoire. Donc c'était un peu symbolique. T'aimes bien conduire sur la pluie ou Ouais. bof? Beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des pilotes, ils aimaient bien ce bordel entre guillemets causé par les températures. Il y a quand même des trucs où quand la sécurité elle est remise en question, c'est jamais agréable de piloter dans ces conditions où en fait tu vois rien. En fait, les courses sous la pluie, c'est pas les plus agréables. Moi, j'adore piloter sous la pluie. Tu vois, une séance qualif sous la pluie, je suis le premier à vouloir y aller. Mais les courses où tu vois plus rien parce que la visibilité, les voitures elles projettent beaucoup trop d'eau, ça devient un peu stupide. Ton histoire en Formule 2, j'ai vu, elle s'écrit en 2 temps. Une première année encore chez E-Tech avec une victoire, mais où tu finis 14e, c'est ce que j'ai dit, t'as dit catastrophique. Ouais. Puis une seconde chez Campos Racing, une écurie espagnole, où tu termines 2e derrière Bortoleto au tout dernier Grand Prix.
Pourquoi cette première année de F2 est catastrophique? Bah, en fait, c'est ma première vraie mauvaise expérience avec une équipe, quoi. En fait, avec Hightech, la première année en F3, c'est bien passé. Je passe en F2. C'est peut-être le même nom de l'équipe, mais je bosse plus du tout avec les mêmes personnes. D'accord. Euh, Le staff de F3 que c'est tu pas avais le connu, même. c'était pas le même. C'est pas le même du tout. Et il y avait une structure dans l'équipe qui a fait que je t'ai pas écouté. Ok, Et c'était. Je me battais contre mon équipe toute l'année, quoi. d'accord. Et Il y avait des désaccords. c'était catastrophique. Et mais par contre, je regrette jusqu'à maintenant quand même les peu de moments où la voiture elle a marché. J'étais pas là. Parce que j'ai essayé trop de compenser toute l'année. Et dès que la voiture a marché, je savais pas comment faire, tu vois. Ok. En fait, tellement la voiture avait des problèmes que tu t'es Ouais. conditionné à conduire d'une certaine manière. C'était- Donc quand ouais. elle n'avait pas de problème, c'était En bizarre. fait, c'était vraiment une année où j'avais zéro confiance. Et ouais, il y avait rien qui s'est aligné. Et c'est vraiment ma saison la plus difficile, tu vois, en sport auto. Red Bull continue à te suivre en parallèle? Tu leur expliquais tout ça? Ouais, bah en fait, c'est ça l'avantage d'être dans une équipe. En fait, ils sont au courant de tout. Et je me souviens, on était 6 dans le junior team cette année en F2. Donc 6 pilotes sur 22 qui sont Red Bull. C'est énorme. À la fin de l'année, je suis le seul qui le garde. Ils Pour t'ont gardé l'année. que toi. Que moi. Alors que techniquement, t'avais pas fait une belle Alors année. que j'étais le 6e des 6. J'étais le moins bien classé des 6. Le call, il est pas évident quand même. Ils Le avaient call confiance est pas en évident. toi énorme. Hein. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je serai toujours reconnaissant pour ça, parce que c'est pas on regarde le résultat, c'est claqué, machin, c'est qu'ils avaient une vraie confiance. Ils ont vu qu'en F3, j'ai fait un vrai boulot. J'ai quand même quand une saison est catastrophique, il y a toujours des petits moments de. Oui, de lumière. Voilà. Tu vois, De même quand respiration. ouais, exactement. Ça, c'est dur. Mais t'arrives à montrer un petit truc quand même. Et mais moi, le nombre de fois cette année, je me suis dit, mais c'est fini la F1, machin. Le rêve et tout. Mais c'est enterré sous terre, remballé, je vais retourner bosser. J'oublie la F1, tu vois. Le nombre de fois où c'était comme ça, c'était horrible. T'as évoqué un truc, notamment, là, j'étais pas en confiance. Et on sait que dans le sport au global, la confiance, c'est vraiment un facteur primaire, que ce soit, quel que soit le sport. Toi, ça s'explique comment dans le pilotage, le manque de confiance? C'est que tu vas pas oser dépasser, tu vas pas oser tenter certains moves, tu vas aller moins vite parce qu'il y a moins de confiance dans ton pilotage ou dans la voiture. C'est comment? Ouais, Comment c'est compliqué, mais je dirais déjà quand t'as pas confiance aux réactions de la voiture, t'as pas de feeling avec elle, tu commences à trop réfléchir. Je dirais aussi que quand t'as moins confiance en toi, tu peux plus rouler à l'instinct. Moi, je roule vraiment. J'ai appris cette saison à F1 à vraiment. Tu vas me faire confiance. D'accord. Rouler à l'instinct, pas réfléchir, et c'est là où je fais les tours les plus. Mes tours les plus spectaculaires. C'est sûr qu'il peut y avoir des erreurs, machin. Mais en fait, tu commences à surréfléchir. Tu roules plus avec ton feeling, avec ce que ton cœur il te dit de faire. Et ça marche pas, quoi. J'ai même vu un extrait où tu avais dit que grosso modo, il y avait les datas avec les trucs chiffrés, etc. Mais que toi, tu regardais aussi beaucoup les caméras embarquées. Ouais. Et que tu ne te fiais pas simplement aux datas, mais beaucoup au feeling, au ressenti. Ouais, c'est un peu comme ça que j'ai grandi aussi en karting, c'est en observant, en fait. En observant les gestes, les trajectoires. Tu sais quoi, moi, mon père, il filmait toutes mes courses. D'accord. De kart. Tout au caméscope. Il était comme ça, il avait une crampe à l'épaule, il était comme ça. Mais il le faisait. Mais mec, j'ai grandi comme ça en analysant. Et je pense que c'est une qualité que j'ai quand même développée au fur et à mesure, où j'arrive à voir certains détails. Et la télémétrie, c'est pour vraiment les derniers centièmes, quoi. Optimiser certaines choses, voilà. etc. Mais tu vois, honnêtement, et même, t'atteins un certain niveau où, quand je regarde les datas, je sais la courbe elle va ressembler à quoi avant même de la regarder, parce que je l'ai senti dans la voiture. Et je regarde, je fais ah ok, mais c'est juste, pour moi c'est une confirmation, les datas.
Comment il s'est passé le passage de high-tech à Campos Racing Donc, du coup, Ouais. je suppose que tu étais bien content de quitter high-tech à ce moment-là. En fait, Qu'est-ce que t'es allé chercher chez Campos? je quitte High-Tech, mais au final, à ce moment-là, on me dit ouais, tu vas chez Campos. C'est une équipe, elle finit 9ème du classement sur 11. Euh, et Donc, en- j'avoue que et en ça n'a fait, pas l'air d'être le et step-up c'est du ta- siècle sur le papier. Et c'est ta dernière chance. En gros, c'est ta deuxième saison en F2, donc c'est la première fois. À ce moment, je redouble. Enfin, redouble. On se comprend. Tu refais une saison en redoubles F2. tu redoubles pas la quatrième, tu vois. Ça reste la F2, tu vois. Puis à ce moment-là, t'as 17-18 ans. Quoi. Mais voilà, exactement. Et c'est la première fois que je fais une deuxième saison et je vais chez Campos, je suis grave sceptique. Ok. Mais en fait, je me souviens, la première journée de travail avec eux, j'arrive. J'ai l'impression qu'ils ont vu Maradona, tu vois. Genre, en fait, ils étaient trop contents de me voir. Et j'étais trop heureux. J'étais en mode. Ça, c'est des Espagnols. Euh, et en fait, les mecs, c'était tout l'opposé de ce que j'avais connu là-bas. Ils étaient vraiment à l'écoute et tout. Ça fait du bien de se Et- sentir ah désiré ouais, quelque part. grave. Ah, laisse tomber. Désiré, mais surtout, c'est pas vraiment désiré, c'est juste. On est content que tu sois là, quoi. Ouais, voilà, on est content et on sait que t'es un bon pilote, tu vois. Ils étaient là en mode, ouais, ah purée, on a enfin un bon pilote dans notre voiture, on va pouvoir montrer ce qu'on va faire, machin. Et moi, j'avais beaucoup de doutes et tout. Et après, je me souviens, j'ai fini ma première journée de roulage. Je fais, waouh, je vais passer une bonne saison. Ok. La voiture, elle était bien. Ouais, au bout elle était bien équilibrée, machin. Je fais, waouh, on va passer une bonne saison et voilà, je délivre cette année-là. Et on a été, honnêtement, quand on gagnait, c'est pas on gagnait, on dominait, tu vois. Genre, c'était rare que tu gagnes une course d'F2 comme nous on le faisait. Ok. Et voilà, c'est comme ça que j'ai toqué à la F1. J'ai vu que t'as fini deuxième même au tout dernier Grand Prix. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce tout dernier Grand Prix? En fait, moi, c'était mon rival, c'était pas Bortoleto, c'était la mécanique. Toute l'année. En fait, moi, j'avais à un moment donné. En fait, je commence le début d'année, je me souviens, je suis à 42, 45 points du leader. J'ai 5 points, le mec il a 50, je sais pas quoi. Ça, c'était après les 2 premières courses. Et mec, tu sais, moi j'étais bouillant, je commence l'année super bien et tout. Je me qualifie deuxième à Bahreïn. Je me fais sortir. Jeddah, pas de mécanique sur les 2 courses. Ok. Et là, je me dis, wow, mais c'est ces moments-là où tu te dis, tu sais, je suis cuit. Genre, en ça, t'es conscient, tu sais que c'est ta dernière chance. Bah ouais. Il y a plus de. Tu vas pas faire 4-5 saisons Mais avec non, deux. c'est fini, c'est clair. Tu sais que c'est cette année ou rien. Et moi, je suis un chien, je lâche pas. Et c'est à Melbourne que là, enfin, le compteur il se débloque. Et on gagne les 2 courses du week-end. Et à partir de là, jusqu'à certaines périodes, en fait, on est passé de j'ai 45 points de retard à j'ai 36 points d'avance avant la pause estivale. Wow. Donc en fait, on a satellisé le championnat pendant 5 meetings. On les a explosés. Mais en fait, ce que j'ai fait là, en fait, ça a suffi à ce moment-là, j'ai pas signé en F1 quand j'ai fait ça. Ouais. Mais c'était Mais je savais que j'ai laissé une empreinte qui fait ta que carte de visite. ça y est, j'ai montré que je pouvais marcher sur le championnat d'F2 avec la voiture qu'il faut. Après, la deuxième partie de saison, la mécanique elle voulait pas coopérer. Carrément, la dernière course de l'année, la voiture, elle a calé. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai Je suis vu. sur la grille, moi je suis prêt à me battre et tout. En fait, elle a calé la voiture, j'étais en mode, mais en fait, j'étais pas dégoûté de perdre le titre. J'étais énervé de pas pouvoir me battre, en fait. Ok. Moi, que tu me dises, je fais la course, je finis deuxième, Bortoleto il gagne. J'accepte ma défaite. Ouais, tranquille. fair and square. Mais vas-y, là, T'as pu y aller. Mais c'est rien passé. En fait, c'est nul. t'as calé, c'était la mécanique ou c'était toi? Non, mais je cale pas. Je pose ta question. Non, mais il y a eu un problème d'ailleurs. Le mec a. T'es sûr c'est pas toi, t'es le mec qui... Waouh. Non, en fait, c'est pas les démarrages en Clio 2. Ça, c'est pas les mêmes. Il y a une procédure, elle est claire. Bah, il a calé. Ah, de ouf. En fait, ça, c'est trop nul. Le mot calé, genre, tu sais, quand t'expliques, il s'est passé quoi? Ouais, j'ai calé. Tu vois, c'est trop nul. C'est nul, tu vois. Non, l'embrayage, il a lâché. Enfin, tu peux pas mytho. Quand moi j'ai lu, tu vois, je me suis dit, attends, mais comment ça il a calé? Il a calé.
Ouais, C'est quoi le calage en F2 concrètement? Moi, j'ai mon embrayage, c'est des pièces, elles sont ultra fragiles. Ok. Et voilà, ça a pété quoi. D'accord. J'ai pas fait un, mais j'ai lâché l'embrayage, elle est restée sur place. Fini. Ok. En fait, j'arrivais pas à y croire. J'ai vu tout le monde partir. J'ai fait, attends, mais. Attends, là, il y a un problème là. Mais carrément, et moi, j'étais en train de douter. J'ai fait, ouais, c'est de ma faute. J'ai pas calé une fois l'année, toute l'année. Et, moi, et je fais, ah, j'ai dû foirer la procédure. En fait, non, j'ai râlé les datas et tout. Bah, j'ai fait comme tous Comme les jours de d'habitude. ma vie, tu vois. J'ai fait 1 milliard de départs en F2. Et là, j'ai fait, ah, ok, c'était nul. Petite question vraiment bête, c'est quoi la procédure de départ? Genre nous on connaît le classique, tu lâches l'embrayage, t'appuies un peu sur l'accélérateur, c'est comment dans votre cas? En très gros. Ouais, c'est géré. Déjà, t'as pas d'aide à l'anti-patinage, machin. Et en fait, tu dois maximiser le grip que tes pneus arrière ils te donnent. D'accord. Et en gros, déjà, nous, l'embrayage, il est à la main. Ok. Et en F2, t'as 2 palettes d'embrayage. T'en as une pour, on va dire, la première phase, pour l'impulsion. Et le deuxième pour gérer la motricité, Ok. en fait. Donc, c'est une procédure, elle est. Ça a l'air Aussi, simple en tout cas. Hein. t'as un target de pourcentage de pédales. D'accord. Et en fait, t'as des maps d'axel qui sont différentes. T'as des strates sur le volant une pour piloter. Ouais. Et il y en a une en première vitesse quand t'as l'embrayage à la main. Et c'est-à-dire le feeling sur la pédale, il a rien à voir avec ce que t'as d'habitude. Et en gros, faut se caler parfaitement à ce target et lâcher la première Au bon moment, ouais. voilà, au bon moment. Et en fait, en fonction de ce que tu as ressenti sur le départ, sur le tour de formation, avant d'arriver sur la grille, tu peux ajuster l'agressivité de ton départ. de ton impulsion et tout. D'accord. Et t'as des settings au volant, machin. Mais ça, faut beaucoup d'expérience pour commencer à. C'est que merci pour l'explication parce Mais en que fait, je te jure et c'est même- imbuvable. et Enfin même- c'est imbuvable dans le sens où ça se Ouais, voit que c'est ouais, compliqué, ouais. tu vois. Et même moi, je peux pas te dire parce qu'il y a un gars qui fait que ça Ouais. dans l'équipe. C'est C'est ça. le C'est son contrôle, travail. Ouais. contrôle engineer. Et il carrément, il vulgarise parce que moi, je sais pas, moi, les data, machin. Donc, ouais, t'as une procédure à suivre et faut de l'expérience pour bien maîtriser le truc. Et en F1, elle est encore plus compliquée. Je te demanderai pas l'explication, Ouais, promis, non. c'est bon. Mais tu vois, j'ai essayé de trouver des mots. Merci. Voilà, c'est pas juste. Tu sais, j'aimerais bien que tu lâches l'embrayage. Et ça et t'y vas. Voilà, en F4, c'était ça. Hein, tu lâchais l'embrayage. C'est simple. Non, merci pour l'explication, franchement, magnifique. Bah, en parlant en plus de F1, en fin 2023, fin 2024, ça a aussi été tes premières sessions où tu as pu practice justement Ouais, avec ouais. des voitures de Formule 1. C'était comment tes sensations? Ouah, c'était un truc de malade. La première fois que je monte dans une F1, déjà, en fait, moi j'ai fait mes débuts en F1 dans une séance officielle. J'étais en FP1 au Mexique. Et généralement, Tu le savais? je le Combien de temps en avance, je veux dire? je sais pas, un petit mois. Ok. Donc j'ai eu le temps de la préparer sur le simulateur et tout. Et moi j'étais en mode. Mais du coup, j'ai une séance d'essai avant de. Genre, tu vois, tous les autres pilotes, ils ont. Tu vois, des tests privés avant de monter dans la voiture parce que là, je vais monter dans la voiture du pilote officiel. Devant tout le Je monde. vais prendre sa voiture devant tout le monde avec les 19 autres pilotes et je vais aller sur la piste. Et ça va être ma première fois dans une F1. Donc là, en mode, j'ai pas de test privé avant. Et il y en avait pas. Ah, il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont. Ils m'ont dit, ah bah, t'as tes points de super licence. Il y a une super licence. Faut un certain nombre de points pour piloter une F1. Tu fais de la F2, bah vas-y, Ok. J'étais en mode, mais je suis pas du tout préparé là, genre faut un minimum de tests. Et moi, mes débuts en F1, c'était en séance officielle. Genre, je sais pas combien de pilotes c'est arrivé. Tout le monde a fait une séance de F1 avant de monter. Et je suis monté dans la voiture, c'était. Ouah, Dur. C'était dur, mais c'était incroyable. Oh. Mais c'était dur. En fait, les deux, j'étais en mode, oh, c'est dur. Ah, mais c'est trop bien. Ah, c'est dur. Mais c'est trop bien. Trop bien. Et j'ai kiffé, mais honnêtement, c'était exactement ce que j'ai essayé de m'imaginer. Tu vois, c'était un step
step F2, F1 est tellement élevé, c'est... C'est un peu l'enfant qu'on jette à l'eau, allez nage. Ouais, mais c'est... Je suis dégoûté de... Je sais que je pourrais plus avoir cette sensation parce que Ça y est, c'est tu fini, connais. c'est fini. Maintenant, je suis habitué à la F1. Mais c'était incroyable. T'avais quand même fait des temps intéressants, des tours intéressants. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait marqué en particulier? Je me souviens il y avait des rookies aussi qui faisaient la séance et j'étais... moi, j'étais très bien classé, quoi. Mais moi, je m'attendais à rien. Je me suis dit, ouais, je vais me faire satelliser. J'ai jamais piloté. Et au final, je me suis adapté assez vite. Et je pense que ça aussi, dans cette année de pourri en F2, ça a aussi contribué à C'était un me sauver soleil. les fesses. Ouais, c'était un peu un soleil quelque part. Ouais. Carrément. Donc du coup, t'avais la pression sur une FP1. Ouais. Là où normalement, Mais c'est mec, les gens, ils se... Boule au ventre quand je suis arrivé dans le garage. Il y a toutes les caméras parce que tes rookies sont en mode, ah, il y a un nouveau visage, machin. C'est qui? Et ouais, j'avais la pression. Mais quand je suis monté dans la voiture, j'étais libéré. Magnifique. Ouais. Il y avait d'autres francophones que tu avais noté, Victor Martin, Théo Pourchère, etc., qui étaient en F2. Et au final, après 2024, toi, t'es monté. Eux, ils ont, pour certains, été pilotes de réserve ou alors ils sont allés dans d'autres trucs, etc. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Je pense pas que ce soit le niveau. Je pense que c'est une question de timing. Il y a timing et j'étais dans la bonne académie. J'étais chez Red Bull, j'étais dans la bonne filière. Et c'est ça, c'est pas. Moi, je serais toujours reconnaissant parce que c'est jamais que le talent qui compte. Faut être là au bon moment. Ok. Et voilà, j'ai été chanceux. Mais par contre, j'étais là quand il le fallait. Sur la montée, justement, quand Red Bull te monte en F1, comment ça s'est passé et combien de temps avant la fin de saison de la F2 tu savais que t'allais monter? J'ai toujours eu confiance en Helmut. Je savais que j'avais montré assez de choses. Je savais qu'il avait poussé pour monter en F1, mais je sais que c'est un milieu, c'est très politique, tu maîtrises pas tous les facteurs, donc à ce moment-là, t'es passager, tu vois. Ok. J'ai fait mon taf. Voilà, voici mon CV, tu vois. Et j'avais ce feeling, je me suis dit, je sais que je vais être sur la grille l'année prochaine, mais c'est que après la fin de saison que quand on m'appelle pour me dire viens signer le contrat. Mais sinon, toute la fin de saison, je me bouffais les ongles, tu vois. T'étais pas sûr? Ah non, pas du tout. Genre, t'as même pas eu un peu d'avance pour préparer mentalement, etc. La news, elle t'a été délivrée comment? C'était un coup de tel à 7h du mat. Je sais, il m'a dit viens demain en Italie. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit ouais, tu viens. Je me pointe et je savais qu'il visait le déplacement. C'est là où j'ai capté, j'ai fait ok, c'est là où je vais signer mon contrat de F1. Mais bien sûr, en fait, je savais que j'allais y être parce que je voyais les circonstances autour de moi, je voyais les pilotes. En fait, dans ma tête, j'étais à 99% sûr, mais tant qu'il n'y a pas la confirmation, je suis comme ça, tu vois. Ouais, logique. Ouais. Logique. Surtout que t'allais pas pouvoir faire des saisons supplémentaires de F2, non, etc. pas du tout. Donc ça veut dire que j'allais être réserve ou je sais pas quoi et tu peux vite rater le train, tu vois. Ouais. C'est que le réveil à 7h du mat avec le coup de fil, c'est... Allons. Ouais. C'est le même avec la panthère qui se réveille avec le téléphone. J'étais comme ça. Un contrat? Non, vas-y, j'arrive. C'était spécial. Ça va faire 1 an que j'ai signé le contrat. Bientôt, je sais plus, j'ai plus la date. Ça va bientôt faire 1 an pile que j'ai signé en F1. Ce genre de contrat, ça se négocie ou alors on te le présente Pas le premier. Voilà, c'était la question en fait. Mais en fait, honnêtement, même là, je suis dans la partie, je suis dans le début de ma carrière. En fait, je pense que tu obtiens ce que tu veux quand tu parles sur la piste en fait. Tu vois, tu délivres mais c'est pareil dans tous les domaines. Tu peux toujours imposer un peu plus tes conditions et demander certaines choses quand t'as montré ce que tu valais. Tu vois, ça marche dans tous les domaines. Et oui, ça se négocie comme tout. Ça a été quoi le changement d'impact sur ta vie quand tu rejoins la Formule 1? Alors, tu as rejoint chez Visa, Cash App, Red Bull.
AlphaTauri, tout ça, nana. Racing Bulls. Racing Bulls, Voilà. magnifique. Merci, parce que tu vois, avec les noms des sponsors, des machins, de tout, etc., je sais que des fois, c'est pas toujours le plus simple. Ça a été quoi l'impact de changement de ta vie, que ce soit même médiatiquement? En fait, moi, c'est l'emploi du temps. Moi, j'ai toujours été habitué, je fais ma course, machin. Mais tu vois, le marketing, les médias, ça. J'ai jamais été sollicité, tu vois. Alors, quand t'étais en Formule 2, En on te cassait Formule pas trop 2 la et tête. tout, sur les week-ends de course, tu vois, il y avait les interviews, machin. Mais quand je rentre à Paris, je rentre à Paris. Ouais. Ah là, c'est plus du tout la même. Et en fait, j'ai fait le premier tiers de la saison, même pas. Hein. J'étais cuit. Pas que des courses, mais aussi juste des sollicitations médiatiques et des partenaires de l'équipe, machin. T'as un calendrier qui est prévu. Ah ouais, c'est la première fois de ma vie, mec, que j'ai utilisé un calendrier dans ma vie. J'ai jamais utilisé. Google Agenda? Ouais. Je le fais de tête, tu vois, d'habitude. Ah là, j'ai fait, ah ouais. Je suis un daron, là, maintenant, j'ai un calendrier, tu vois. Faut que je sache, il y a quoi et quand. Ah ouais. Et c'est abusé. Quelqu'un avait posé la question plus dans le chat il y a 2 minutes, donc j'ai remonté le message. Il avait dit comment est-ce qu'il gère la pression médiatique et les obligations médiatiques. On sait qu'il n'aime pas faire de média training et qu'il préfère rester naturel. J'aurais aimé savoir comment il fait pour gérer sa communication. Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que c'est l'écurie qui gère ça pour toi? C'est comment? J'ai l'équipe, mon équipe de course et ma mère, c'est ma manager. Oui. Et j'ai un superviseur aussi. Ok. Et en fait, C'est un cumul des deux? Ouais, voilà, c'est eux qui s'occupent de moi. Et moi, j'aime bien faire des choses comme ça. Ouais. Par contre, quand. Ça allait être la question, j'allais dire, qu'est-ce qui fait, par exemple, que t'es là? Est-ce que ça a été décidé à plusieurs? C'est toi qui as dit, je veux le faire? Non, moi, je voulais le faire de base parce que j'ai vu les invités et tout. Merci, trop De bien. rien. Et en fait, moi, il y a un truc où j'ai du mal. Je suis un mauvais acteur quand en fait, je sais que je vais faire une présentation. Je vais faire une apparence pour un sponsor et tout. Ok. Une apparition, pardon. Genre, on te donne un script, Et quelques lignes à répéter. et en fait, ça interfère avec mon week-end de course. Ok. Tu vois, en fait, quand il faut rencontrer des partenaires, alors que dans 3 heures, j'ai une séance qualif, en fait, c'est cette partie-là qui vraiment me fatigue, tu vois. Et en fait, c'est aussi la répétition. Toute l'année, tu répètes les mêmes choses, en fait, ça fatigue. Est-ce que tu as discuté avec les champions, comment ils font eux, alors qu'ils vont être encore plus sollicités et qu'ils arrivent quand même à performer? Est-ce que c'est un sujet que tu as pu aborder maintenant que tu as pu discuter si par tu exemple veux- avec AD Hamilton et Verstappen? Est-ce que tu leur dis, mais comment vous faites quoi? C'est des machines, mine de rien. Et aussi, comme ta première année, c'est là où tu découvres un peu ce qui se passe. Donc, émotionnellement, physiquement, elle est plus compliquée. Et aussi, je pense que t'es quand même plus demandé. Non, ils sont plus demandés que moi, mais moi, je peux rien refuser, tu vois. Ouais. Je suis à un stade dans ma carrière où, tu vois, on me dit, je dois faire ça, je dois faire ça. Ouais, tu vois. tu y vas. Voilà, T'as moins ce luxe. Voilà, exactement. Mais eux aussi, il n'y a pas vraiment de secret, quoi. Tu fais et tu. Voilà. Dans le chat, ils évoquent les TikTok chez Racing Bulls, apparemment. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Mais en fait. Fatigue. C'est logique, ça fait L'année partie un prochaine, peu il y du en truc. aura moins, j'espère. On te le souhaite. Oh, mon pauvre, ça. Tu sais on dirait on a évoqué les souvenirs du Vietnam. Mon Ouais, pauvre. de ouf. Ah. Non, ça fait partie un peu de la chose, c'est normal. Quand tu arrives là-bas et que tu sais que tu vas faire ta première saison en Formule 1, est-ce que tu as eu une préparation particulière par rapport aux saisons que tu as fait avant? Est-ce que du coup, genre concrètement, la Il y a quand préparation, c'est comment? Plus de choses à réviser, quoi. Genre, techniquement, la F1, c'est. En fait, tu passes un peu tu vois, de la F2 à un carrosse à une Bugatti, tu vois. D'accord. Tu vois. Le changement est. Ouais, et tu commences à. Moi, une équipe d'F3, F2, c'est, je sais pas, moi, une dizaine de personnes. Là, pour une équipe de milieu de peloton, on est 750. Tu vois. C'est ça, il y a toute une usine, c'est plus la même. Ok. Donc en fait, ouais, je me souviens, mes premiers mois,
janvier, février à aller. Tu vois, genre, en fait, à étudier, quoi. Tu vois, Ok. j'ai les procédures, machin, beaucoup de simulateurs, D'accord. rencontrer les gens de team building, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens à rencontrer. Parce que tu vas passer l'année avec eux, donc il faut que tu Exactement, t'entendes bien, il faut qu'il y ait un esprit exactement. d'équipe. Voilà. Et par contre, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais pilote réserve en F2, ces 2 années-là, j'ai quand même fait quelques FP1, des séances d'essai, donc en fait, c'était une équipe que je connaissais déjà. Ok. Les mécanos, les ingénieurs, j'avais déjà travaillé avec eux, donc c'est pas on me jetait dans une nouvelle équipe, allez tiens, j'étais quand même déjà bien intégré. Donc ouais, mais sinon mon mois de janvier-février, ça ressemblait à ça, quoi. C'était boulot. C'est si impressionnant que ça et si utile que ça, le simulateur. Ouais, C'est une question sans ouais. doute bête, hein, mais... C'est un outil de... Bah, en fait, tu vois, vu que de nos jours, c'est interdit pour que ce soit faire pour tout le monde, les tests privés. euh, Maintenant, ton meilleur outil, c'est le simulateur, quoi. Tiens, pourquoi ils interdisent les tests privés au Bah, juste? parce qu'il y a des équipes qui ont plus d'argent que d'autres. Donc elles peuvent en offrir plus. Ouais, voilà. C'est pour garder une Non, mais espèce c'est bien, d'équité. tu vois, genre, je pense que c'est faire. Et, et puis, quand même, de nos jours, ça roule beaucoup, quand même. Hein. Tu sais, t'as beaucoup de week-ends de course dans l'année. Et le simulateur, c'est. Maintenant, c'est assez impressionnant. Comment c'est proche de la réalité. Faut savoir, même. Bon, il y a des connaisseurs, ils le savent, hein, mais tu vois, quand nous, on est. Je sais pas, je suis en Australie. On est le vendredi, je fais la Free Practice 1. Et ben entre la Free Practice 1 et la Free Practice 2, tu vois, on a peu de temps. Ouais. On veut essayer des choses sur la voiture. Bah, en fait, il y a un gars qui est à l'autre bout du monde, il est en Angleterre, il est sur le simulateur. D'accord. Il va essayer ce que nous, on n'a pas le temps d'essayer. Et il nous renvoie les informations comme ça. Ok. Et chez lui, il est 3h du mat, tu vois. Et ça, je le faisais, ce boulot, quand j'étais en F2, tu vois. C'est toi qui faisais les tests. Ouais, je faisais les tests et tout. Et ça, c'est où tu te formes. C'est là les avantages aussi d'être dans un junior team, tu vois. Tout est connecté. Ouais. Donc c'était... c'est un outil de ouf. Magnifique. Je savais pas ces trucs entre la FP1 et la FP2. Il y avait quelqu'un qui Ouais, prenait. ouais. Ah bah tiens, on veut essayer Parce ça. que tu Lui, vois, il va aller essayer ses Il y a settings de son plein côté. de trucs qu'on veut essayer. Mais en termes de temps, on est très limité dans ce qu'on peut faire. Et du coup, on fait valider ça sur les simulations, tu vois. Et en exemple, sans forcément rentrer dans les détails technico-techniques très difficiles, quand tu parles d'essayer des choses, ça peut être quoi? Ah, c'est réglage sur la voiture, quoi. Ok. C'est que du réglage. D'ailleurs, moi, je pense que tous les pilotes maintenant à notre niveau, on va pas au simulateur pour apprendre le circuit, apprendre les ça c'est vu et revu. Ça, c'est intégré. C'est vraiment, on y va pour bosser sur donner une direction de réglage à la voiture, et c'est de comprendre notre système. C'est ça le boulot qu'on fait sur le simulateur. Ton premier Grand Prix, il a une histoire un peu cruelle d'ailleurs. T'as parlé de l'Australie. Ouais. Ah ouais. C'est. Trop en détente, comme tu l'avais dit? Non, pas du tout. Parce que, à non, l'inverse, pas du tout. je pense Ah, pas non, que t'arrives en j'étais- détente sur ton premier. C'était comme ça, hein, mais c'était nul, quoi. En fait, c'était début du tour de formation, tu vois. Tour de formation, c'est même pas le premier tour. Hein. Pour aller se mettre en grille. En fait, je me souviens, je passe la vitesse sur une bande blanche. En fait, sous l'eau, ça glisse de fou. Et en fait, juste la voiture, elle part. Hop, c'est finito. Terminé. Et j'étais en mode, non, c'est pas possible. Et dans la voiture, j'étais en mode, c'est ton monde, il s'effondre, tu vois. Surtout que là, à ce moment-là, tous les projecteurs, ils sont braqués sur toi. Ouah, en fait, c'est là où tu réalises. Donc là, en gros, là, j'ai envie de me tirer une balle. Ouais. Mais en fait, Mon là, je dois pauvre. sortir de la voiture. Et tout est braqué sur toi. Et là, je dois aller voir les caméras et parler à la presse et tout. Alors, j'ai juste envie de rentrer là, prendre une douche et dormir. Parce que là, ce qui vient de se passer là, c'est terrible. Dans ma tête, tu deviens teubé. Tu te dis, ouais, ça y est, c'est fini, ma carrière elle est finie. Sur le moment. T'arrives pas à y croire, tu vois. Enfin, bref. Ils t'ont c'était- rassuré dans ton écurie quand même? Ouais, mais en fait, c'est une erreur bête. En fait, ce qui est drôle, c'est que ça arrive à ma première course de toute ma vie.
Tu vois, ça arrive à mon 155e Grand Prix. C'est pas grave. Tu vois, mais en fait, c'est le fait que ça arrive avant même que tu commences. Non, c'est pas possible. Il parle de l'image avec le père d'Hamilton, même, qui te consolait un peu. Ouais, c'était. À ce moment, je me souviens, ouais, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je voulais voir personne. En fait, j'étais comme ça, j'étais tellement en fait gêné. J'avais un sentiment de malaise. gêne, de malaise. Tu vois, j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et j'étais comme ça dans le casque. Et là, je rentre dans un mec comme ça. Et en fait, c'est le daron d'Hamilton, tu vois, qui est venu me consoler, tu vois. Et j'étais. Ça m'a fait plaisir. Et sur le moment, j'étais en mode, allez, j'ai envie d'être seul. Et en même temps, c'est le père de la légende, tu vois. T'as légende en plus. Ouais, grave, de mon idole. T'as marqué paradoxalement tes premiers points au Japon lors de ton 3e Grand Prix. Et j'ai cru comprendre que t'étais un immense kiffeur de ce pays. Ah, grave. Ouais, Petit symbole mais carrément. Ah, mais moi, déjà, de base, c'est ma piste préférée. J'ai toujours voulu rouler là-bas parce que je regardais les Grands Prix quand j'étais petit. J'ai fait, ouais, cette piste, elle est ouf. Sur le simulateur, incroyable. Ok. Feeling comme à Spa, comme tu disais. Ouais, plus. C'est vraiment la piste où je pense que j'ai fait le plus de tours avec Monaco. Dans ma vie, j'ai le plus analysé. Et il y a ça, il y a la bouffe et il y a les animés. Kiffeur. Voilà, donc moi, comme ça, toute la semaine, c'était bien. Je suis arrivé en avance au Japon pour aller à Tokyo, rester, profiter. Et après, je suis allé. J'ai fait 3 fois Tokyo, donc je te comprends. Hein. Et voilà, tu sais très bien. Et j'arrive, je fais mes premiers points en F1. En fait, tout s'est passé parfaitement. Et c'était 2 semaines après Melbourne, tu vois. Et c'est là où je me dis, ah ouais, en fait, je sais faire une vraie course, une vraie séance qualif, je sais marquer des points, être rapide. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait, ouais, je vais avoir une bonne saison. J'ai vu, en fait, tu fonctionnais beaucoup en série, en fait. C'est assez drôle, j'ai l'impression que tu fais des séries de bons résultats, séries de résultats un petit peu moins bons. Donc, par exemple, j'ai noté Bahreïn, Arabie Saoudite, Miami, tu finis 3 fois autour de la 10e place. Puis après, derrière, Émilie-Romagne, Monaco, Espagne, 9, 6, 7. Qu'est-ce qui explique cette manière de faire des séries ? Est-ce que c'est la confiance ? Est-ce que c'est un moment où la voiture est dans un moment de performance plus élevé sur cette série-là ? Ou alors sur des circuits plus adaptés ? C'est quoi selon toi ? J'ai pas de... Jusqu'à maintenant, j'ai pas d'explication. Tu vois, c'est... Moi, je sais que cette année, toutes les courses, je donne tout ce que j'ai. J'ai eu très peu... J'ai pas eu de problème de confiance. J'étais à l'aise toute l'année dans la voiture. Ouais. J'ai presque toujours réussi à extraire le max. Maintenant, il y a des pistes qui conviennent mieux à la performance, à la performance de l'équipe. Et c'est là où tu vois qu'il y a une variation de résultats. Et aussi, le niveau de la grille est tellement élevé. Ah ouais, cette année, t'es vraiment chaud. Est-ce que c'était unanime, tous les pilotes le disaient ? Mais en fait, ouais. Mais en fait, c'est pas que les pilotes, c'est aussi que c'était la dernière année de cette régulation de voiture. Ouais. Et en fait, du coup... c'est pas un système nouveau pour les équipes, donc en fait c'est une voiture où t'as la moins bonne voiture et la meilleure. En fait, les 20 voitures sur une séance qualif, tu regardes à la fin de l'année là à Abu Dhabi, entre la première place et la dernière place, il y a 4 dixièmes. 4 dixièmes, s'il te plaît. Pour 6 km, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et en fait, si t'es du bon côté de ce dixième là, tu peux être dans le top 7. Si t'es du mauvais côté, t'es 14e, tu vois. Donc en fait, c'est toute l'année, c'était la guerre pour rien. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de fluctuation dans les résultats. J'ai vu que t'as une petite série de grands prix hors des points, dont un moment une dernière place sur problème moteur, un DNF, 2 fois où t'es à proximité de la 10e place. Juste avant, par contre, de faire ton podium. Raconte-nous un peu cette mauvaise série. Ouais, purée, j'étais dans une phase où en fait je sortais d'une très bonne première partie de saison avec des très bons résultats, et après il y a une période où tu vois, je continue les coups d'éclat en qualif, mais le dimanche ça se passe pas comme je veux, j'ai un problème mécanique, je casse le fond plat, enfin tu vois, c'est... Et en fait moi je commence à être un peu frustré, tu vois. Ok. À ce moment-là, je me dis frustré de toi, frustré de la voiture. Ouais, j'aime pas quand ça fait ça.
Et après, ça me. Non. Au pire, ça reste plat, tu vois. Mais faire ça. Et si tu fais ça pour rebondir plus haut, ok, et c'est ce qu'on a fait. Et plus là, le podium à Zandvoort, c'était pas du tout attendu. Je me souviens, le vendredi, j'ai fait 5 tours. J'ai eu des problèmes mécaniques encore. J'ai fait ça être un week-end claqué. Et au final, on a retourné la voiture du vendredi au samedi. On arrive le samedi matin. Ok, j'ai un beau feeling là. La qualif était tellement Et puissante. après, on arrive à la qualif, on a. Même moi, je savais pas que j'ai fait un. Je me suis dit, vas-y, je vais faire 8ème. 8ème, c'est un très bon résultat. La Je fais Q3 était impressionnante. Ah ouais. J'ai sorti un vrai tour. Et là, j'ai fait, ah ok. Dans l'épisode de Team Ajar, on voit la réaction des parents en live lors de ta Q3. Le daron, il est Exceptionnel. comme ça sur le téléphone, là, en train de regarder les Avec l'écran, chronos. 28, 25. 23-8, comme ça. Ouais, grave, il est passionné. Quand on t'annonce 4ème au départ, c'était. J'ai envie de tout casser. Ouais. J'ai envie de tout casser tout le temps, hein, quand ça se passe mal et quand ça se passe bien, tu vois. J'étais trop hypé. Et pareil pour moi, le podium le lendemain, tu vois, c'était inattendu, mais inattendu. Moi, de là, je me suis dit, ouais, je suis qualifié 4ème. Attends, derrière moi, j'ai les 2 Mercedes, les 2 Ferrari. Ouais. Ouais, En plus, la défense, elle était difficile, avec Leclerc, Russell et tout, c'était chaud. Ouais, je me suis dit, ouais, la course, ça va être longue. Je me suis dit, ouais, c'est. Moi, j'ai bien défendu. C'est des choix de course au feeling sur le moment, tes défenses, où j'ai vu à des moments tu prenais plutôt l'intérieur, etc. Ouais, c'est. Ah, mais tout est calculé. En fait, Zandvoort, c'est une piste assez spéciale. Et j'ai toujours été intelligent au virage. Au virage 1, c'est là où il y a tous les dépassements. Et j'ai su bien défendre. J'ai douté à un moment donné. Je me souviens, il y a la relance safety car, Russell, il est derrière moi. Et en fait, c'est pour ceux qui savent, en fait, j'ai fait en sorte de. En fait, j'ai pas défendu. Donc en fait, je lui laisse la porte grande ouverte. Mais en fait, c'est une piste où au virage 1, tu peux emmener beaucoup de vitesse à l'extérieur. D'accord. Parce qu'il y a du. Comment on appelle ça, du camber, du dénivelé, on va dire. Ok. Du dénivelé positif. Ça fait un peu du banking. Ok. Voilà, il y a un petit effet banking. Et en fait, sur la ligne droite, sur la phase de freinage, t'as la piste, elle fait ça. En fait, ce qui fait que pour te jeter au freinage, t'as. Comment dire, déjà, tu te fermes ton rayon de virage. Et en plus, il y a des sortes de bosses. Elle est grave intéressante l'explication. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, là, si je défends, il y a moyen qu'ils passent à l'extérieur, qu'ils me prennent. Je me suis dit, ok, je vais pas défendre. Je vais freiner le plus tard possible là où je suis. Et en fait, je lui ai laissé la porte grande ouverte et il était à côté de moi. Et vu qu'il était sur la partie remontée de la piste, je vais vulgariser, mais en fait, tu peux pas freiner aussi fort que là où je suis. D'accord. Et mais en fait, mentalement, c'est dur. Tu te dis, tiens, je te laisse la porte grande ouverte, mais moi, je suis sûr de ce que je fais, tu vois. Et c'était dur à accepter. Mais en fait, j'ai pas fermé, j'ai laissé la porte. Et en fait, moi, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et je savais, comme ça, Russell, c'est un pilote de qualité, tu vois. Je savais qu'il allait faire rien de stupide. Il savait ce que je faisais aussi. Okay, et c'est pour ça qu'il a pas freiné plus tard que moi. Sinon, il me serait rentré dedans. Ça aurait été une erreur, ouais. Exactement. Mais là, je me suis dit, non, je vais pas perdre mon podium sur ça, tu vois. Et en fait, ça s'est passé comme je voulais. J'étais trop content. C'est quoi ta réaction quand on t'annonce le problème de Norris? Moi, j'étais oh non. Tu sais la scène dans. Je sais plus, c'est The Office, là, quand le mec il dit, oh, it's happening! Everyone stay calm! Ouais, tu vois celle-là? Totalement. Et ben voilà, c'était ça. J'étais en mode, ouais, c'est bon, je suis 3ème. Ok. Mais à ce moment-là, je savais que j'étais sur le podium. Je savais, j'avais le rythme toute la course. On pouvait pas me dépasser. J'ai fait genre là, c'est mon premier podium de F1 là. Première année, premier podium. Ouais, j'étais dans une écurie qui est pas forcément programmée Exactement. pour faire des podiums. Non. Mais c'est ça, c'est ça le sport auto, tu vois. Magnifique. C'était ouf. T'as ressenti quand même un peu la pression ou alors toute l'expérience de pression dont tu nous as parlé un peu plus tôt dans l'émission, elle t'a servi à ce moment-là, tu vois, pour éviter d'avoir entre guillemets, je me permets de dire ça comme ça, mais c'est le caca culotte, tu sais, je fais une erreur. Ouais. Quoi. Ouais. Ouais, en fait, c'était surtout la première partie de course où j'avais pas trop de plans. J'étais en mode, tu vois, dans ma tête, je me suis dit,
Si je prends un très bon départ, je garde ma position, après on voit. Et ils arrivaient pas à passer derrière. Et c'est là où vraiment je faisais des tours qualifs et je faisais aucune erreur. Et après, quand j'ai vu que toute la course, ça s'est stabilisé, la deuxième partie de course, j'avais plus de stress, rien. Je savais que c'était ok. T'as réparé le trophée? Non. Il est toujours pété? Ouais. Non, je te jure. Donc il est chez toi en 2. Ouais. Fort. Moi je pensais que tu l'avais C'est réparé. symbolique, tu vois. Genre, c'est mon trophée, c'est drôle, tu vois. C'est l'histoire de mon premier trophée. L'histoire du premier trophée. Un petit mot rapidement sur ça. C'est quoi l'impact du staff dans la performance en course automobile de ton côté? Quel a été l'impact des gens que tu as côtoyés tout au long de l'année? J'ai vu que tu les as beaucoup dédicacés dans les différents formats, etc. Tu les salues beaucoup, tu salues beaucoup leur travail. Ben, c'est ouais, quoi leur impact sur toi? À un moment donné, moi j'ai l'impression que je vis le rêve. Je suis celui qui finit le boulot pour l'équipe. Je suis celui dans la voiture. Mais en fait, quand tu vois la complexité d'une Formule 1, ce que c'est, et que tu vois tous les mecs qui bossent autour, il y a 749 personnes, 50 qui bossent dessus, tu peux que être reconnaissant, quoi. Moi, j'ai surtout les mécaniciens, je pense qu'ils font vraiment le taf le plus compliqué. Ok. Les mecs, ils se plient en deux pour toi. Et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que dans la voiture, dans ton attitude aussi en tant que pilote, faut être irréprochable. Et en parlant d'attitude en tant que pilote, ça c'est une question aussi un peu remontée du chat, mais que j'avais aussi prévu un petit peu. Genre quand t'arrives en tant que jeune, 20, 21 ans, première saison de Formule 1, une partie des pilotes, c'est des pilotes que t'as supportés ou suivis quand même, toi-même t'étais jeune, etc. Genre, dans ton attitude en course, est-ce que il y a une peur, par exemple, de les envoyer dans le mur, ou alors une espèce de trop de respect, ou alors à l'inverse, tu te dis non, non, je suis quand même là, j'ai mérité ma place, donc du coup, je vais pas me tasser ou Non, alors ça, me c'est faire mort. petit face à eux. Non, ça, non. Je pense qu'il y a quand même. Je pense là. Quand je me bats avec Alonso, Hamilton, je... peut-être. Peut-être mon surconscient, il fait que peut-être je vais prendre une petite marge. Euh, mais en même temps, c'est des pilotes que j'ai tellement analysés dans ma vie. Je sais exactement ce qu'ils vont faire. Ok. Et aussi, c'est tellement un plaisir de piloter avec eux que tu peux pas faire les choses à moitié, tu vois. D'accord. Faut leur donner du respect. Et moi, ma manière de donner du respect, c'est que je vais y aller avec toi, tu vois. Euh, donc, non, et puis même moi, en général, je suis quand même un pilote très propre. Tu me vois pas aller au contact et euh, je roule quand même avec ma tête. Mais allez, je te dirais peut-être je donne 5% de marge, tu vois. Ok. Peut-être. Parce que tu sais que c'est Hamilton, c'est Alonso. Peut-être c'est sûr qu'avec les mecs de mon âge, je vais être. Plus. Ouais, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais peut-être t'es un peu plus calculé avec eux. Mais en même temps, vu que tu sais que c'est tellement du lourd, que tu peux y aller. À quel point tu penses que tu as pu exploiter 100% des capacités de ta voiture la saison dernière? Il y a eu quelques week-ends. Honnêtement, tu vois, je parle de Zandvoort, hein, le podium. Japon. Monaco. Ouais, peut-être pas Monaco, tu vois, ça reste tôt dans l'année, tu vois. Ouais. Mais je dirais, il y a même des pistes où, tu vois, des performances qui passent incognito. Mais vu que la performance de la voiture ce week-end, elle est pas au rendez-vous, toi, tu te déchires pour faire un tour. Mais tu vois, c'est pas. Je sais pas, la dernière course de l'année à Abu Dhabi, on est nulle part tout le week-end. J'arrive à la mettre en Q3, tu vois. Pour moi, déjà, Ouais. j'ai fait une folie, tu vois. Qatar, la semaine d'avant, j'étais 6ème avant que la voiture elle casse. Tu vois, ça, c'était des week-ends comme ça où j'étais solide. Le baquet à côté de Max Verstappen, il est considéré sûrement comme le baquet le plus difficile du circuit. Il y a eu beaucoup de seconds pilotes, alors avec différents niveaux de réussite, je ne les mets pas tous à égalité, mais Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, depuis 2019 que Alex Albon, Sergio Perez, pilote, Liam il est pas là, Lawson, quoi. Yuki Tsunoda. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique selon toi Je sais cette pas. difficulté? Ouais,
Je sais pas. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que j'y vais dans de meilleures conditions que les autres. D'accord. C'est la nouvelle réglementation qui fait ça? Exactement. Exactement. Je bosse avec le nouveau patron de l'équipe depuis une demi-saison, c'est Laurent Mekies, celui qui s'est occupé de moi mes 12 premières courses, avant qu'il passe chez Red Bull, avant qu'il soit promu. Donc c'est quelqu'un que je connais. Donc je vais être dans un environnement assez familier, qu'on va dire. Et aussi, on part tous d'une page blanche. C'est une voiture que personne connaît, donc il n'y a pas de raison, quoi. À quel moment ils t'ont proposé de monter? Là, il y a... Officiellement, on m'a dit, c'était Qatar, genre, Ok. fin novembre. Voilà. C'est frais, quoi. Mais après, encore une fois, j'étais un peu comme la F2, tu vois, j'étais sûr. Ouais, il y avait des J'étais sûr, j'étais en pourparlers, mode, des bon. discussions. Qui d'autre, tu vois, dans ma tête, tu vois, je me suis dit, bon. C'était une suite logique. Ouais. Et au final, de la formule régionale. Mais mec, du Au-dessus. karting, du moment où j'arrive, je vois le camion du gamin, là, avec plein de châssis, plein de moteurs, où je me dis, en fait, on va remballer. Et là, je suis là où je suis, c'est... En fait, quand j'y repense tous les jours, c'est... C'était tellement long d'y arriver, c'était tellement dur, mais je suis là, je suis prêt, quoi. Tu te sens prêt mentalement? Ah ouais, bah, mentalement, oui. En termes d'expérience, non. Déjà, j'ai une année, mon coéquipier, il en a 11. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Mentalement, je pense que c'est le seul domaine où je pense être prêt, tu vois. T'as parlé avec lui, avec Verstappen, au moment où tu savais que t'allais être le deuxième? Enfin, son coéquipier, quoi. Non, on n'en a pas parlé. Après, lui, c'est la routine, hein. Il change tout le temps de coéquipier. Lui, il fait son boulot. Voilà, quoi. Tu lui as pas demandé un avis ou alors. Non, je Pas suis juste spécialement content contact. d'être à côté de lui. Et c'est quoi tes attentes pour l'année prochaine? Est-ce que tu vas pour apprendre et éventuellement aider Max à redevenir champion Je du sais monde pas. ou alors pour être compétitif, toi? Ah non, je suis là pour être compétitif. Et je sais pas. Honnêtement, je pense que j'ai un bon feeling. Je verrai après les premiers tests de l'année. Et là, d'ici là, j'en saurai plus. Mais là, c'est pas que c'est on est tous dans le brouillard. Flou, ouais. Ah ouais. C'est à partir de quand que vous en saurez un petit peu plus, que vous Bah, pourrez mettre un peu la on main a sur les la voiture? Premier test en fin janvier à Barcelone. Ça va être les premiers tests de la voiture. Et en fait, on a tous hâte. On est en mode. Parce qu'on sait. Tu sais, c'est un nouveau moteur, Ouais. nouveau châssis, tout nouveau concept de voiture. Et en fait, donc toi, t'arrives, t'as fait le meilleur boulot tout l'hiver que tu pouvais faire. Et tu dis, maintenant, on va voir. Les autres équipes elles vont déballer leur truc. On va voir qui a la meilleure voiture, en quelque sorte, tu vois. Donc ça va être tellement intéressant. Je t'ai demandé si t'en avais parlé avec Verstappen, mais est-ce qu'à l'inverse, t'as pu parler avec d'anciens pilotes qui ont eu ce deuxième baquet? Bah, je suis très proche de Pierre. Ouais. Donc oui. Et en même temps, ça reste un contexte très différent. Je sais un peu les pièges à éviter. Mais en même temps, c'était comme il y a un moment qu'il est passé. Maintenant, il y a eu des choses qui se sont passées entre temps. Mais ouais, je suis très proche de Pierre et il est très ouvert à donner des conseils et tout ça. Ça va être quoi concrètement l'impact de cette nouvelle réglementation? Tu as commencé à en parler, on a entendu parler de la fin du DRS, mais en même temps, il y a d'autres mécanismes un petit peu similaires qui ont l'air de quand même prendre un petit peu le relais. On entend que c'est la fin des voitures à effet de sol, etc. Ça correspond à quoi concrètement? Ouais, honnêtement, la voiture, elle va être un peu plus simplifiée, quoi. Donc, ça a l'air, c'est sûr, c'est des gros changements, mais maintenant, en termes de hybride, thermique, on passe à 50-50 maintenant, tu vois. Ça donne une image plus green, tu vois, de la F1. Donc voilà, en termes de... C'est un tout nouveau concept moteur. Maintenant, le châssis, là, on repasse sur des voitures, je pense, qui plaisent un peu plus petites, un peu plus légères. Ouais. Je pense que ça va être plus facile de dépasser, ça va offrir peut-être des meilleures courses. Après, en termes de performance pure, on s'attend à être plus lent que ce qu'on avait. C'est ce que j'ai vu. Ouais. J'ai vu qu'au début, il y avait quand même une attente que ça allait être plus lent. Tous les débuts de régulation, de nouvelles régulations, c'est tout le temps comme ça. Et là, la première année, tu te dis, ah, c'est pas ouf et tout. Et après, les ingés, tu vois, ils trouvent.
on finit une régulation, on a les meilleures voitures au monde, tu vois. C'est comme ça tout le temps. Et tu penses quoi de la surcharge du calendrier? Du rythme, du volume En de fait, course avec les ajouts d'équipe, de ça? t'enlèves le marketing, les médias, tout ça, y a pas de problème, hein. Moi, je suis là tous les week-ends s'il faut. La partie course, c'est pas le souci pour toi. Ah non. Mais c'est allier le tout, quoi. Moi, j'ai 21 ans, je mets des week-ends de course toute l'année, je suis content, hein. J'ai rien à faire, hein. Un truc intéressant quand même, c'est avec toute la nouvelle médiatisation qu'il y a eu depuis à peu près une dizaine d'années en Formule 1, c'est Ouais. que maintenant vous êtes devenus des superstars à un niveau. Genre sur l'épisode de Team Manager 3, j'ai vu à un moment t'es dans un centre commercial à genre Singapour et Ouais, mais même moi, je comment tu vis ça, comprends toi? pas. Bah, je sais pas, parfois je suis là en mode ils sont là pour qui, tu vois? Genre, moi je suis dans mon truc, tu vois? Heu, bah, ouais, c'est pas un pas de mentir, c'est pas un truc que j'aime bien, quoi, tu Ouais. vois? Moi j'aime bien être incognito, machin, mais bon, c'est comme ça. Un truc qui fait plaisir avec toi, c'est ta personnalité. On en parlait, une vraie franchise, etc. Est-ce que tu veux préserver ça dans le temps? Ouais, ouais, carrément. C'est sûr, tu vois, faut faire ça intelligemment, tu peux pas, dire ce que tu penses, dire n'importe quoi. Tu restes un peu tu te brides dans ce que tu peux dire, dans tes propos, mais c'est sûr que j'ai une part d'honnêteté, de franchise, qui fait que je pense que ça plaît à certaines personnes. Heu, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi, tu Oui. vois? Je dis un peu ce que je pense et heu et voilà. T'avais dit que la Formule 1, arriver en tout cas en Formule 1, c'était pas une fin en soi pour toi. Non, C'est quoi la fin en soi du coup? c'est être le meilleur. C'est ça l'objectif, tu vois? En fait, surtout quand je vois, toutes les galères depuis que je suis petit pour arriver en F1, tu vois, autant le faire bien, tu vois? C'est pas juste j'y vais, sinon ça vaut pas l'investissement de temps, d'acharnement, de frustration, de colère. Faut que j'arrive, faut que je comble tout ça par des titres et en fait, ça a toujours été moi ma motivation, c'est pas juste des titres, c'est juste je me dis: «J'ai de la chance d'être en Formule 1». J'ai toujours, en fait, voulu être le meilleur à quelque chose au moins. Tu vois? Dans ma vie, je me suis dit: J'ai la chance d'avoir trouvé mon domaine Ok. et dans ce domaine, je vais être le meilleur». Donc c'est ça mon objectif. Me prouver à la fin de ma carrière, je me dis: «Ah, j'ai été le meilleur dans ce que j'ai fait», tu vois? Tu te rends compte déjà du chemin que t'as parcouru là en moins de 4, 5 ans? Non, Non. non, Ça va trop encore vite moins. pour. Bah, ouais, mais surtout, tu sais, Parce que là, on vient de faire je ta vois des carrière, mais photos à là, la on a fait. maison, je vois des Là, photos on a quand fait j'étais 4 ans. petit. On a fait 5 ans. Ouais, ouais, quand j'étais il y a eu trop de moments compliqués où j'étais en mode: «Ouais, j'ai jamais allé en F1» et c'est ça qui me donne la force aussi quand je suis là en Formule 1, il y a des journées difficiles et tout, je me dis: «Comment on a connu tellement plus compliqué, tellement plus frustrant, ça forge tellement mentalement que» voilà. J'ai vu, notamment dans ta chambre, enfin en tout cas une des chambres où on voit de temps en temps sur les différents contenus, tu portes haut le drapeau français, le drapeau algérien aussi. Genre un peu à l'image de tes parents, tu représentes les deux pleinement. C'est quoi ton état d'esprit toi sur ça? Bah, ouais, tu dénigres pas ton identité, tu vois? Je suis mes parents, ils sont algériens, physiquement, je le suis et j'ai grandi en France. J'ai été formé par la France, Ouais. par la FFSA. Ah voilà, je suis français, franco-algérien et voilà, j'ai de la chance de représenter 2 drapeaux, c'est tout. Ouais, parce qu'il y avait des gens dans le chat, ils parlaient du fait que grâce à ça, globalement, le sport auto commençait à être plus suivi au Maghreb, etc. Ouais. Qu'il y avait tu sais, cette espèce de Ouais, au représentation Moyen-Orient d'avoir aussi, quelqu'un, voilà, au tu vois? Moyen-Orient et tout ça. Je suis le premier pilote, je sais pas, hein, mais je pense être le premier pilote maghrébin, L'Indé, en tout cas, c'est sûr. l'un des, mais et au moins qui est pas claqué, tu vois? Genre, tu vois, j'y suis et je pense faire les choses bien, donc c'est cool de représenter, au plus haut niveau.
Magnifique. Une dernière question, elle vient du chat et après je te remercie du temps que tu nous as accordé. Vraiment, bah, Isaac, t'es un chef. Quelqu'un te demande ton sentiment alors que t'as conduit la RB25 à Abu Dhabi. C'était. C'est une bonne question, mais ça restait un peu. Euh, C'était un peu vague comme test. Ça restait des tests pour les pneus de l'année prochaine. Donc c'était sous des conditions. En fait, c'était la même voiture que Verstappen toute l'année, D'accord. mais elle était modifiée pour ces tests. Donc ce qui fait qu'en termes de feeling, ça avait rien à voir avec ce qu'il a piloté toute l'année et ce que moi j'ai piloté. Donc Pas hyper représentatif ouais, au final. ouais, c'était le mot que je cherchais. C'était pas du tout représentatif, mais quand même d'aller dans le garage en tant que pilote Red Bull. Et cette fois, j'y reste, tu vois. Oui. Ça m'est arrivé, tu vois, je fais une FP1, ensuite je repasse, Allez. je reviens en F2, tu vois. Retourne là-bas, petit. Ouais, ouais, voilà. Non, là, je suis là, les gars, je vais rester. Tu vois, c'est chez moi. C'est trop bien. Hydro, il te demande si tu regardes encore Cars. Ouais, j'ai revu, là, il y a un mois. Cars. Hein. On n'a pas parlé de Cars, hein. Je suis Non. déçu. Hein. Vas-y, un petit mot. Hein. Bah, c'est dédicace au réalisateur de Cars, quoi. C'est tout. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Je pense que c'est pour ça que j'étais matrixé par les voitures. Voilà, j'ai. Premier souvenir de. C'est pas mes parents, c'est Cars. C'est triste. J'aurais dû te lancer sur Cars. Mais c'est comme ça, moi c'est Cars. Moi tu me parles de rien d'autre. Flash McQueen. Le classique. C'est pas classique, c'est mon. Il y a Flash McQueen et après il y a Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Et Flash McQueen. Qu'est-ce que tu dirais au Isaac de 2019 si tu pouvais lui reparler? Ah, bon chance. C'est dur. Ah, ça va être dur, mon gars. Ah, c'est tout. Démerde-toi et voilà quoi, lâche rien. Il y a de belles choses C'est qui tout. arrivent. Ah ouais, mais faut pas lui dire qu'il y a des belles choses qui arrivent. Non, Non. faut le maintenir sous pression, tu Ouais, nous l'as dit. ouais. C'est dur. Ça va être dur. Voilà. Eh ben écoute, Isaac, bon courage pour l'année prochaine. Merci, mec. Il y a une grande année là qui arrive Ouais. avec, comme tu as dit, nouvelle réglementation, nouvelle écurie, nouveaux coéquipiers, nouveau tout en fait, en réalité. Et de la même manière que tu as su à chaque fois dompter un petit peu les épreuves avec l'expérience, la tension, etc. Ben, franchement, force à toi et on espère un jour que tu puisses caresser les plus hauts sommets de la Formule 1. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Voilà. C'était Je vais génial. faire ça bien. Un grand merci. Un grand merci à vous également, les amis du chat, ceux qui ont suivi l'émission. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris un peu des nouvelles choses. J'espère que vous avez pu écouter un discours qui vous a fait plaisir. Et soutenez Isaac l'année prochaine parce que il y a, comme je l'ai dit, une nouvelle réglementation, plein de nouvelles raisons de suivre la Formule 1. Et c'était vraiment top. Si vous êtes arrivé à la fin, comme d'habitude, le replay sera disponible un petit peu, pas plus tard dans la journée, mais sûrement demain, d'accord. Et globalement, Zach Libre continuera sa saison. T'es le premier pilote de Formule 1 qui est passé ici. C'est un vrai honneur. Et puis si ta carrière se passe bien, etc., ravi de te recevoir dans quelques années à nouveau pour Avec plaisir. rediscuter, tu vois, de l'entre-deux. Ouais. Tu vois, C'est ça. de cette expérience supplémentaire. Je t'en tu vois. parlerai. Putain, t'inquiète. En attendant, je sais que tu feras des tonnes de médias, donc je vais pas t'embêter un On milliard se de fois. revoit dans face à face dans quoi quand j'aurai un titre. Quand tu auras un titre. Vas-y. Parfait, quand tu auras un titre, le rendez-vous est pris. Merci à vous d'avoir suivi, les amis. Merci à Isaac, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous souhaite un bon début de semaine, tout simplement. Profitez bien, c'est bientôt les vacances. Il y a un Zach Libre avec un autre champion cette semaine, je me permets de vous le dire, c'est avec Mathieu Blanchard. Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un qui est un monstre du trail. Donc du trail, on est dans de la course à pied, et de la course à pied en montagne, en milieu naturel, etc. C'est quelqu'un qui fait des courses de 170 km. Il en a même gagné une de 630 km à moins 50 degrés au Canada, donc c'est genre juste un monstre de sa discipline. Donc dédicace à Mathieu Blanchard, l'épisode sera cette semaine, donc on est vraiment sur quelque chose de monstrueux et ça viendra conclure Zach Libre 2025 et globalement les productions de 2025 qui auront été quand même très très intenses. Encore merci Isaac, merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne fin de journée les amis. Finissez bien, ciao ciao.